Hello les performeurs, vous êtes sur Belgium Performance Podcast, le premier podcast belge dédié à la préparation physique et aux sportifs de haut niveau. Mon nom c'est Gaspard Lally et je vous souhaite une bonne écoute. Salut Antoine, bonjour à toi. Merci d'être venu ici. Avec grand plaisir, avec grand plaisir. Ouais, franchement, c'est super chouette de recevoir des athlètes et encore plus sur place. La discussion va être hyper dynamique et intéressante. Comment tu vas ? Ouais, ça va très bien. Je viens de boxer samedi, donc du coup, niveau euphorique et compagnie, je suis sur un petit nuage. Je viens de gagner, sinon ce serait peut-être pas le cas, mais ouais, là, ça va très bien. Ouais, gros combat. J'ai vu ta une story avec où t'avais la main un peu abîmée. Ouais, ça arrive souvent. Hein. Il faut savoir qu'on s'entraîne avec des gros gants, des grosses protections, mais en combat, les gants font la moitié de ceux avec lesquels on s'entraîne, tu vois. Mm-hmm. C'est des tout petits gants, on a des bandages durs. Les impacts sont beaucoup plus violents en combat. Ok, donc ça m'arrive, la main gauche et ma main arrière. C'est celle avec laquelle je frappe le plus fort. Donc ça arrive souvent que quand je tape sous le haut du crâne, à la fin, ça soit bien gonflé. Ouais. Est-ce que tu peux te présenter en fait ? Parce que je pense que Ouais, grand pas de nos auditeurs te connaissent. Alors moi, c'est Antoine Van Acker. J'ai 27 ans. Je boxe concrètement depuis l'âge de 6 ans, on va dire. Parce que je suis né dedans. Mon père est entraîneur, promoteur de boxe. Ok, t'as commencé tôt. Voilà, j'ai commencé tôt, mais la boxe, c'est un sport dur. Je pense que j'étais pas fait pour ça au début, pour la difficulté. Donc j'ai eu une passe foot jusqu'à mes 14 ans. Mm-hmm. À 14 ans, là, j'ai eu le déclic de vouloir vraiment m'entraîner dans le but de faire des combats, etc. J'ai fait mon premier combat de boxe à 17 ans. J'ai enchaîné une quarantaine de combats amateurs. 3 défaites, donc ça fait 37 victoires, 3 défaites. C'est pas mal, hein ? J'ai été une fois champion de Belgique amateur. J'ai participé en 2016 aux qualifications pour les Jeux Olympiques. En Turquie, je ne me suis pas qualifié, j'ai perdu. Après ça, j'avais fait un peu le tour en amateur, donc je suis passé pro en 2016. Aujourd'hui, j'ai 20 combats, 19 victoires et une défaite. En pro ? En pro, ouais. C'est quoi la différence entre amateur et pro ? Concrètement, c'est... j'imagine... concrètement, c'est la durée des combats. Ouais. C'est-à-dire qu'en amateur, c'est 3 x 3 minutes, quoi qu'il arrive. Qu'en pro, ça commence à 4 x 3, ça peut aller jusque 12 x 3 pour les championnats du monde. 12 rounds. 12 rounds, ouais, c'est ça. Putain, ça dure combien de temps ? 12 rounds, ça fait 12 rounds, ça fait 36 minutes de combat. Ok, ouais. Qu'est-ce qu'il y a comme autre grosse différence ? Les amateurs portent un cinglet. À l'époque, ça a changé en 2014, mais ils portaient des casques aussi en combat. Ce qui est toujours le cas en boxe féminine. Mm-hmm. Voilà, c'est les grosses différences pour les gens qui ne connaissent pas. Ok, ouais. Et tu disais, t'as parlé des JO vite fait, tu t'es pas qualifié. Maintenant que t'es pro, tu peux plus te qualifier pour les JO, c'est ça ? À l'époque, c'était ça l'idée, c'était que les pros ne pouvaient pas aller aux Jeux Olympiques. Ouais. Les réglementations ont changé. Un pro peut se qualifier pour les Jeux Olympiques, mais en se conformant aux règles amateurs, donc en revenant en arrière, on va dire, et en refaisant des combats en 3x3 avec un cinglet, dans des tournois où en amateur, on peut enchaîner les combats. C'est un peu plus un système de quart de finale, demi-finale, finale. Ah ouais, donc ils peuvent un peu switcher de code, on va dire. Ouais, mais j'ai appris que la boxe était sous la sellette par rapport aux JO de toute façon. Donc, ouais. Pour les prochains, 2024 2024, c'est pas encore sûr, mais 2028, je crois que c'est à Los Angeles, c'est ça ? Ouais. Là, apparemment, ça va sauter. Ok. C'est ce que j'ai entendu. Donc tu vas tenter un peu 2024 ou quoi ? Non. Pas du tout. Non, c'est des boxes beaucoup trop différentes. Ce serait un peu, c'est même plus une question de retour en arrière et de redescendre de niveau parce que les boxeurs amateurs parfois sont plus chauds que les boxeurs pros. Ouais, c'est juste le style qui est... Ouais, c'est un style complètement différent, ouais, c'est ça. Ok, tu définirais alors ton style comment ? Je pense que je me suis bien adapté à la boxe professionnelle. Ça fait 5 ans que je suis pro maintenant, donc j'ai réussi à adapter un peu plus mon style, un peu moins aérien, on va dire, tu vois. La boxe amateur, c'est plus aérien, plus rapide parce que quelque part c'est un sprint en fait. 3 x 3 minutes, tu vois. Ouais, ça va super vite. Voilà, c'est ça. Le but, c'est de mettre le plus de coups possible. Qu'en boxe pro, par exemple, samedi, j'ai fait un combat en 10 rounds. C'est un combat qui se construit beaucoup plus, tu vois. Tu commences doucement parce que c'est même pas une question de gestion d'énergie, c'est une question de stratégie et de pouvoir observer plus. T'as plus le temps de construire ton combat, simplement. Ok, ouais. C'est marrant, hein, c'est parce que je connais pas du tout. Ouais, c'est un plaisir d'expliquer. Donc, quand tu me dis stratégie, etc., j'ai du mal à visualiser, mais c'est quoi ? T'attaques un petit peu, tu regardes ton adversaire, t'observes. Chaque adversaire est différent, tu vois. Un bête exemple, le gars de samedi, par exemple, était gaucher. Je suis gaucher aussi. Ça veut dire que rare de gaucher. Gauche derrière toi et t'as la main droite. Ouais, c'est ça, ouais. Donc tu te mets à l'opposé, tu fais en sorte que ta main de force soit le plus loin possible pour avoir le plus grand bras de levier quand on voit un coup, tu vois. Donc là, c'était un cas de figure un peu particulier parce que les gauchers sont rares, tu vois.
Ouais. Déjà, c'est rare un gaucher. Quand t'es droitier, c'est rare d'encontrer un gaucher. Mais là, 2 gauchers qui se rencontrent, c'est encore plus rare, tu vois. Donc là, stratégiquement parlant, il fallait s'adapter à ça, tu vois. C'est pour moi. Parce que toi, t'as fond de droitier principalement. Ouais. En amateur, c'est la première fois que j'ai rencontré un pro, pour que t'aies une idée, tu vois, de gaucher. En amateur, c'était déjà arrivé. On traîne pas mal avec des gauchers, tu vois, mais en combat, c'est toujours différent malgré tout, quoi. Moi, ça va, t'as su t'adapter. J'ai gagné en tout cas, ouais. Mais c'était quand même beaucoup plus compliqué que ce que j'avais pensé parce que. Enfin, en combat, c'est toujours différent. T'as beau te refaire le film, de te préparer, savoir ce que tu vas faire. T'as la stratégie en fonction de potentiels vidéos que tu peux voir de ton adversaire. Lui aussi t'observe à l'avance, donc lui aussi vient avec une stratégie et c'est là que c'est important d'avoir un bon entraîneur qui peut etc. à mettre en place, quoi. C'est ça, ouais. Et t'as mis quoi en place? Ouais, le combat est passé, donc je peux en parler. L'idée, en fait, contre lui, on savait que c'était un gars qui était plus rapide que moi dans l'idée. Tu vois, il était moins puissant, mais plus rapide. Donc, il avait l'air un peu plus petit sur les vidéos aussi. Ils sont souvent plus petits. En fait, je boxe à 63. Enfin, mon poids de pesée, c'est 63,5 kg. Je suis 1m83, tu vois. Donc, ouais, donc c'est. En Europe, c'est assez rare. Là, pour la taille. Ouais, pour ma catégorie, je suis très grand. C'est plus fréquent aux États-Unis des gars qui perdent plus de poids. Ici, c'est vrai que les catégories, les gens sont plus petits en général. Tu vois, d'accord. Donc, la stratégie, c'était d'observer dans un premier temps et de m'éloigner de ces. Je sais pas vraiment comment l'expliquer de manière facile, on va dire, mais l'idée, c'était de pas rentrer dans son. Dans sa distance, on va dire, tu vois, là où ses coups auraient pu me toucher. Dans sa zone, quoi, j'imagine. Voilà, c'est ça. Qu'il y a un cercle autour de lui. On va imaginer un cercle. Quand il tend son bras, c'est le bout du cercle et il fallait pas rentrer dans cette zone dangereuse, on va dire. Mais le tien, vu que t'es plus grand, il est beaucoup plus grand, ton cercle. Ouais. Moi, je veux dire, t'as un plus gros. Comment on appelle ça? On appelle ça une allonge, ouais. Ouais, voilà. C'est ça. Mon allonge j'ai une bonne allonge pour ma catégorie. Ok. Et alors, je vois, il y a sur ta ceinture, qui est magnifique d'ailleurs. Hein. Merci. Ça vraiment, c'est comme les bagues en NBA. Tu vois, c'est vraiment un caractère spécial. Et c'est ça d'ailleurs dedans. Ouais, voilà, c'est ça. Et d'ailleurs, pour ceux qui nous écoutent, c'est super lourd. Comme tu disais. Je crois que j'avais déjà pesé, c'est une histoire de 9 kilos quand même. Ah ouais? Ouais, c'est solide. Ok, ouais, c'est ça, comme tu dis. Et en plus, la portée à la fin du combat, là, ça doit pas le être. poids est réparti vraiment dans la zone centrale, tu vois. Donc, quand tu la portes, c'est surprenant, tu t'attends pas à ce que ça porte vers l'avant. Ouais, c'est pas mal. Mais donc, tu vois, là, il y en a. C'est IBO, Continental. C'est ça, ouais. Ok. C'est quoi comme fédération? Parce que j'ai l'impression qu'en boxe, en fait, en boxe, il y en a beaucoup. En boxe, c'est assez compliqué. C'est ce que beaucoup de journalistes, beaucoup de gens reprochent à la boxe, c'est qu'il n'y a pas une entité globale comme la FIFA. Ouais, voilà. Il n'y a pas un truc clair. L'ATP, tu vois, c'est des trucs clairs. Tu as les classements. On sait, tu vois, en boxe, on a un site qui s'appelle BoxRec qui se veut un peu comme l'ATP, tu vois. C'est le truc le plus. J'essaie de recenser. Qui regroupe le tout, tu vois. C'est je vais pas dire le meilleur parce que c'est pas le cas du tout et que c'est beaucoup critiqué aussi, mais c'est ce qui se rapproche le plus d'un système ATP ou d'un truc global. D'accord. Après, à côté de ça, il y a c'est des sociétés privées en fait, des fédérations, tu vois. T'en as 4 qui sont majeures. Ok. Et l'IBO c'est la 5e, donc c'est celle c'est un peu la petite sœur, la petite dernière, tu vois. C'est une manière de commencer à se classer et de se faire voir par les autres grandes fédérations qui sont un peu moins facilement accessibles. Ok, donc là, tu as gagné ton... Là, c'était ma première défense, c'est Continental. Donc c'est un titre, c'est le titre IBO pour l'Europe, on va dire, tu vois. Ok, ouais. C'est le titre pour l'Europe et c'est un peu, c'est ce que j'explique aux gens qui connaissent pas bien, c'est que c'est un peu un système comme t'as la Champions League, derrière t'as l'Europa League. Ouais, ok. Tu vois, voilà, donc il y a des divisions, voilà, c'est ça. Dire. Ok. Et le Graal suprême, en gros, c'est le World Champion, c'est simple, c'est le champion du monde de la fédération IBO. À côté de ça, tu as d'autres fédérations qui ont aussi leurs champions continentaux, leurs champions intercontinentaux. D'accord. Tu vois, voilà. Ouais, c'est pas hyper simple. C'est pas simple du tout, Et donc là, le fait d'avoir gagné, ça t'octroie le titre pendant un an, j'imagine? Le titre en lui-même, c'est en boxe, en tout cas, tu le gagnes, il est à toi. Ouais. Ça dépend des fédérations, mais le plus répandu, c'est tu as 6 mois pour redéfendre ton titre. Et si tu le redéfends pas, il redevient vacant. Ah, okay, et c'est à quelqu'un d'autre. Et tu dois rendre la ceinture. La ceinture, tu la gardes à vie. Ok. Oh, ça, ils en refont une nouvelle, tu vois.
Ouais, ça, c'est un bon truc. Mais donc là, est-ce que ça va te permettre de passer à la fédération du niveau supérieur ou... Je pourrais y prétendre. Ce que je pourrais faire maintenant, c'est le redéfendre encore une fois, par exemple. Ouais. Je l'ai gagné en juillet 2021. Je l'avais gagné au Stade Roi-Baudouin. Ok. Et je me suis blessé à l'épaule après, tu vois. L'idée, c'était de redéfendre assez vite. J'ai dû me faire opérer, donc j'ai eu un passe droit, on va dire, avec mon certificat médical. La fédération peut accepter aussi voilà. Parce que là, il y avait un cas de figure concret, c'était pas... Tu t'es blessé pendant le combat? Non, je me suis blessé. C'était... Donc, je me suis fait une lésion du labrum à l'épaule. C'est quelque chose, en fait, qui traînait. J'avais une douleur qui restait, parfois, qui partait, qui revenait, voilà. Et c'est à l'entraînement, en m'étant accroché, je me suis déboîté l'épaule et... voilà, bien solide. Sur le billard. Ouais. Ouais, t'as fait une belle rééducation, je crois, non? 2 mois, ouais, 2 mois. 2 mois complets. Pas trop dur? Oh, ça fait partie du jeu, hein, voilà, ça fait partie du jeu. C'est vrai que dans le sport de haut niveau, tu sais que tu mets ton corps un peu en danger. Honnêtement, je pense quand même, dans un sport comme la boxe, une blessure à l'épaule, il y a moyen de faire pire, tu vois. Donc, j'ai relativisé quand même. Ouais, c'est vrai, il y a moyen de faire pire, effectivement. Mais bon, après, j'imagine les épaules, c'est quelque chose qui est vachement sollicité. Ouais, c'est une blessure très fréquente en boxe, hein, celle-là. Donc voilà, c'est aussi pour ça que j'ai relativisé, tu vois, c'est que il y avait un côté inconnu et inédit au truc parce que c'est la première fois que je me blessais. Tout sport confondu, je me suis jamais fait une blessure sérieuse, tu vois. Ouais, ou un truc où tu dois mettre des choses en place. Voilà, c'est ça. Plus long que 2-3 semaines, quoi. Ouais, donc j'ai plus vu ça comme une épreuve et un autre combat, en fait, tu vois, que réellement un problème. Et ça t'a permis de revenir plus en forme, moins en forme? C'est compliqué à dire hein, quand tu vis le truc, tu vois, c'est dur dans une préparation de te dire je suis plus en forme qu'il y a 2 semaines parce que tous les jours tu vois. Tu deviens un peu mieux. Mais je pense en tout cas, j'ai pas envie de dire plus confiant, mais plus conscient. Tu vois, t'as appris des choses. Ouais, exactement. Et un peu plus de confiance aussi, tu vois, toi. J'ai grandi en fait, tu vois, aussi, donc. Souvent les blessures c'est une épreuve, mais c'est formateur si tu fais ça correctement, quoi. Ouais. Si tu l'acceptes à fond et que tu travailles dessus. Ouais, j'ai fait une donc je me suis blessé aux States, hein. Je suis revenu, je me suis fait rapatrier parce que c'était impossible d'imaginer faire quoi que ce soit là-bas niveau prix, etc. J'ai entendu que les factures aux États-Unis. Pour te donner un exemple, on a fait jouer l'assurance là-bas pour essayer de faire en sorte que le rapatriement soit à leurs frais. Ouais. Mais ils exigeaient que j'aille faire un IRM là-bas à mes frais. Ouais. Et après, il fallait prouver, etc. Mais c'est $2500 minimum si tu vas aux urgences pour demander un IRM, tu vois. Ouais. Donc voilà, je me suis fait rapatrier. Et là, on a mis en place pour que je puisse me faire opérer par le meilleur possible en Belgique. Enfin, d'après les conseils de mon traumatologue, hein, c'est pas, voilà, ça reste subjectif, le meilleur ou pas le meilleur. En tout cas, je me suis fait opérer par quelqu'un de très bien. Et là, derrière, moi, j'ai la chance d'avoir j'ai fait des années de kiné. J'ai pas terminé kiné, mais j'ai beaucoup d'amis qui le sont devenus. T'as fait ça où? J'ai fait ça au centre Uperform c'est à Evere. Ah non, la kiné. Ouais, la kiné, ouais. Non, la kiné, j'ai fait ça à l'ISEC, à Oudergem. Ok, ouais. J'ai fait ça quelques années et j'ai rencontré pas mal de gens qui sont... le kiné sport, c'est quand même... c'est bien lié, donc il y en a pas mal qui sont dirigés vers ça après. Et j'ai pu faire une rééduque avec un ami à moi. Ah, c'est un centre Perform que je vais C'était dire. Avec... Kevin Magnès, il s'appelle, ouais. Comme t'as vu, hein, Margot, elle va s'entraîner là souvent. Ouais. Et moi, je travaille au premier cabinet, pas YouPerform, qui est ici à Evere. Ah ouais, d'accord. À Evere. Ouais, il y en a un autre. Ouais, ici en bas, quoi. Ouais. Donc voilà, je sais que là-bas, en tout cas, ils ont des installations magnifiques, quoi. Ouais, c'était ça l'idée. Et puis, je voulais le faire avec quelqu'un de confiance. Et en plus de ça, je pense que sur Bruxelles, il n'y a pas beaucoup de centres aussi bien agencés. Ouais, tu vois, donc c'était vraiment sympa. Ça m'a bien mis en confiance, en tout cas. Et je pense que Kevin est bien compétent, quoi. En plus, ouais. Lui, il est plus ciblé sur tout ce qui est membre inférieur. Ouais. Je crois qu'il a bien voulu faire une petite exception. Un petit challenge pour lui aussi. Ouais, c'est ça. Et là, tu penses que la relation kiné-sportif est importante? Ouais, moi je suis suivi depuis quelques années j'ai un pote de Charleroi là qui me suit depuis quelques années, Christos Tsakidis il s'appelle. Ouais, je pense que c'est quand même quelque chose. Il y a un côté aussi, il y a un côté concret, mais aussi un côté de mise en confiance et de savoir qu'on est suivi. Ça aide dans la performance sportive, je trouve. Ouais, je comprends, quoi. Le kiné, en fait, finalement, il est la personne qui te soigne, mais c'est aussi un peu la personne avec qui tu es le plus souvent.
C'est sûr. Toi, quand tu dois te soigner, quand tu dois récupérer, donc c'est un peu ta soupape quoi, de performance. Ouais, c'est ça. Donc c'est vrai que la relation doit être hyper de confiance, quoi. Exactement. Et donc si tu le connais bien, si tout va bien, il peut toujours t'aider ou juste t'écouter. Ouais, je suis pas... on n'est pas dans un truc concret où je dois aller toutes les semaines chez lui, tu vois, mais c'est vrai que quand j'ai une petite douleur ou un petit blocage, je contacte et tu vois, c'est bien d'avoir quelqu'un sur qui compter, comme tu as dit, quoi. C'est ça. Pour revenir un peu donc à ton titre de l'IBO, si je me trompe pas. C'est ça, ouais. Voilà. Et donc maintenant, c'est quoi la suite? La suite, en fait, tu vois, je t'ai dit, c'est Champions League, Europa League et compagnie. C'est un titre qui est bas, entre guillemets, dans la fédération, donc il y a toujours moyen d'aller plus haut. Ouais. Les histoires de défense et tout ça, c'est bien, mais est-ce que c'est vraiment utile de s'attarder en sachant que c'est un niveau, enfin, qu'il y a des niveaux plus hauts? Je trouve ça un peu bête. Donc la suite, c'est soit d'aller faire un titre plus haut dans cette fédération-là, soit d'aller viser... Soit t'allais viser encore une défense, peut-être, je sais pas trop, tu vois. Mais il y a des suites, il y a des échelons de toute façon. Ouais, tu veux monter, quoi. Ouais, c'est ça, exactement. Ton objectif final, qu'est-ce que c'est finalement? L'objectif final en boxe, c'est tout le monde, c'est de dire je vais être champion du monde, tu vois, mais il faut rester lucide. Je dis pas que je peux pas l'être, mais je veux dire, moi, ce que je veux, c'est surtout, j'aime bien je préfère l'aventure à la fin. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. J'apprécie vraiment ce que je fais, donc l'idée c'est de pouvoir monter les échelons, de sentir la progression et de continuer à kiffer ce que je fais surtout, tu vois. Ouais. Je vais aux États-Unis plusieurs fois par an, je m'entraîne là-bas. J'adore ça, je passe vraiment des bons moments. Je pense que c'est plus ça qui est important que de dire je veux être champion du monde. Absolument, tu vois. C'est de profiter de chaque moment. Si je peux y arriver, ce serait vraiment génial et j'ai envie d'y arriver, tu vois, mais c'est pas c'est pas genre la finalité en mode ça doit arriver, tu vois. Ouais, ce que je veux dire que mettre tout de côté pour que ça arrive. Voilà, exactement. Tu profites faire le chemin et créer des souvenirs, quoi. Ouais, avant tout. Énorme. C'est fou ça, il y a beaucoup de boxeurs qui vont aux États-Unis, c'est un peu le c'est le mec de la boxe. J'allais le dire, je trouvais pas le mot, c'est ça l'idée. C'est ça l'idée. C'est ce que j'aime bien expliquer aux gens, c'est que on me demande pourquoi je vais là-bas, si c'est pour parce que les salles sont mieux, etc. C'est un peu vrai, mais c'est pas nécessairement la vérité non plus. Tu vois, les salles là-bas, elles sont rustiques. Ouais. Tu vois, tout ce qui est moderne et tout ça, maintenant, on est en Belgique, toutes les infrastructures, elles sont très bien ici. Donc moi, la raison pour laquelle je vais là-bas, c'est plus le savoir et ce côté un peu de religion de la boxe. La culture, quoi. Exactement, de la boxe. Ouais. Ouais, je pense, enfin, c'est bête, mais... ça se voit dans les films, etc. par exemple. Ouais, non, mais c'est une culture et c'est... Il n'y a pas ça chez nous, enfin pas autant, peut-être. Non, il y a pas. T'as les gros films comme Rocky et des trucs comme ça, mais t'as pas... Tu te balades dans la rue, tu demandes aux gens de citer un boxeur belge, je crois que, franchement, je vais être gentil, il y a une personne sur 10 qui te dira un nom, quoi, tu vois. Ouais. Et je suis encore vraiment gentil, je pense. La boxe, elle est pas... Non, pas bien répandue ici. J'avoue qu'honnêtement, je connais deux prénoms, c'est Riyad Mehri. Ouais. Et toi? Ouais, Riyad, c'est ça, si tu vas dans la rue, il y a peut-être une personne sur 10 qui connaît Riyad, tu vois. Ouais. Je pense, honnêtement. Et je pense pas qu'il m'en voudrait que je dise ça, tu vois. Non, je pense comme ça. Honnêtement, c'est pas que c'est... Ouais, c'est spécial, c'est c'est pas dans notre culture, en fait, la boxe. Non, du tout. Et la médiatisation, je sais pas comment ça se passe. C'est un monde à part, en fait. J'ai l'impression. Ça suit bien, ça veut suivre, tu vois. Moi, je pense pas que c'est les médias qui sont à pointer du doigt parce que ils font ce qu'ils peuvent. Je pense que, qu'à partir du moment où ça ne suit pas spécialement au niveau du public, tu vois. Ouais. On commence à avoir un bon public, mais c'est un public, on va dire, c'est quand même ciblé, tu vois. C'est les amis des amis des amis qui, tu vois, ça, c'est un peu le bouche à l'oreille. Mais des vrais fans de boxe en Belgique, on en a très peu, quoi, tu vois. C'est très précis, tu vois. T'as des sports comme le foot, comme le tennis, où des gens vont voir comme ça par plaisir, même s'ils connaissent pas bien. La boxe, c'est un peu moins le cas, tu vois. Ouais, non, ça, c'est vrai. Voilà. Ouais, c'est vrai que moi, j'ai jamais été tenté d'aller voir. Ouais. Même aussi, je sais pas où... Enfin, par exemple, je sais pas où ça se passe, je sais pas dans quel cadre, comment... Enfin, ça paraît bête ce que je dis, mais comment ça se passe pour aller dans un combat de boxe, tu vois. Ouais. C'est vrai que, comme tu dis, un match de tennis ou un tournoi, c'est peut-être beaucoup plus ouvert, quoi. Ouais, mais dans notre cas, en tout cas, dans notre promotion qui s'appelle 12 zones promotion, c'est simple, on fait ça au Dôme de Charleroi, tu vois, et il y a une ticketterie comme tout événement sportif sur Ticketmaster, sur tout, tu vois.
Voilà, donc c'est un événement sportif comme un autre, c'est juste que c'est pas aussi médiatisé et connu que d'autres sports. Quoi, ouais, mais c'est pas genre tous les week-ends, c'est à X moments. Ouais, c'est ça, c'est une date, pour être large, c'est une fois tous les 4 mois, je dirais. Ouais, voilà, Ouais. ok, d'accord. 3 par an en général. Ouais, donc si t'en rates une, tu dois attendre 4 mois. Ouais, c'est ça, c'est ça. Et donc, pour revenir aux États-Unis, toi, quand tu vas là-bas, c'est quoi? Tu passes 2 semaines, 3 semaines, Non, 6 mois? Non, je passe. Ce que j'essaye de faire, c'est avant chaque combat, j'ai la date du combat, c'est faire 8 semaines là-bas d'entraînement. Ok, ouais. Donc c'est 8 semaines d'entraînement, mais je dois partir 9 semaines avant, du coup, tu vois. Ouais, Parce que la semaine du combat, elle compte pas comme. La semaine du combat, c'est tout ce qui est gestion du poids, tout ce qui est un peu conférence de presse, tout ce qui est. Tout cet aspect-là, tu t'entraînes pas vraiment, ça compte pas comme une semaine d'entraînement. Ok, ouais, donc Donc c'est 8 semaines là-bas. Et avant ça, j'essaie quand même à chaque fois d'être déjà dans une forme décente, tu vois. Donc pas arriver là-bas à zéro. prépare ici, Ouais, puis, c'est ça. bah, pour optimiser un peu le travail que tu fais là-bas, j'imagine. Arriver là-bas, ça m'arrive au début, parce que je connaissais pas encore trop le niveau de là-bas, tu vois. Mais arriver là-bas en se disant que tu commences à préparer là-bas, c'est tendu. Ouais. Parce qu'ils sont toujours à niveau là-bas, et t'as des sparring qui Qui sont chauds. sont chauds. Et puis, enfin, c'est pas une question de prendre des raclés là-bas, c'est plus une question de perte de temps, tu vois. Si t'arrives Ouais, là-bas, vraiment, voilà, c'est ça, ça on sort avec quelque en chose, bénéficier, ouais, c'est ça. Ouais. Ok. Et là-bas, t'as un coach attitré ou tu Ouais. vas juste dans une salle et... J'ai un coach là-bas, ouais. J'ai un coach, ça fait 5 ans qu'on s'entraîne ensemble maintenant. Ok, ouais. Il était de Boston à la base, il a déménagé dans une ville à 2-3 heures de Boston en voiture. Mais je vais là-bas pour le rejoindre, je vais pas là-bas pour aller aux États-Unis. Comment ça? Mais je vais là-bas parce que c'est lui qui est là-bas, je vais pas Ah ouais, là-bas d'accord. juste parce que c'est les États-Unis et que. Si l'été part, tu repars. Voilà, c'est ça, ouais. Ok, ouais. Et ça t'a fait vraiment évoluer de Ouais. ce transfert? Ouais, clairement. Pas nécessairement que en se donnant sport en plus, ouais, c'est humainement, en tant que personne, etc. Je trouve que c'est. Ça t'apporte quelque Ouais, chose? ça m'a apporté beaucoup d'aller là-bas. Ouais, bah il y a beaucoup de choses qui sont différentes par rapport à la Belgique, donc tu peux apprendre un maximum, quoi. Exactement, ouais. Autant sur la boxe que dans la vie, j'imagine. Ouais, puis même, enfin, tu vois, c'est un développement personnel, le sport, la boxe aussi, tu vois, c'est un développement personnel, donc avec le temps, bah, le fait de rencontrer des gens d'autres cultures, parce qu'il n'y a pas que des Américains là-bas, il y a beaucoup de gens comme moi qui viennent d'autres pays, il y a des Dominicains, des Portoricains, tu vois, il y a des Sud-Américains, il y a un gars qui vient d'Équateur, par exemple. Donc le fait de pouvoir rencontrer d'autres cultures, de s'entraîner tous ensemble et tout ça, c'est au niveau du développement personnel, c'est pas mal non plus. Ouais, il y a vraiment un mélange de Exact. de culture et donc c'est chouette, quoi. Ouais. Tu rencontres d'autres personnes, ça te fait grandir. Je me demandais, j'ai oublié ma question, j'y réfléchis. Oh, t'inquiète. Je suis un peu perdu, mais est-ce que, ah oui, voilà, tu comptes partir constamment là-bas ou c'est juste faire des allers-retours Belgique Alors le truc, c'est que j'y ai boxé il y a 3 ans, en 2019, tu vois, j'ai boxé dans un grand casino à Boston, qui était tout nouveau, c'est le Encore, ça s'appelle. C'est la famille du Wynn, c'est des gens qui ont plein de casinos à Las Vegas. Ouais. Essaient de faire une reproduction d'un casino de Vegas dans Boston, tu vois. Ouais. Donc j'ai boxé là-bas, 2019. La suite, on connaît 2020, Covid et tout le bazar, donc Pas de combat. plus de combat. Et la promotion pour laquelle j'ai boxé a fait faillite maintenant. Donc ça, pour ce qui est de boxer et tout ça là-bas, ça a été un peu freiné. Ouais. Et, mais je me contente pour l'instant en tout cas de partir m'entraîner, de revenir boxer en Belgique parce que on commence quand même à avoir des éditions des galas qu'on fait qui sont de plus en plus suivies, tu vois. On commence quand même à se créer une petite fanbase, etc. Donc, il y avait beaucoup de gens samedi? Samedi, on était enfin, il y avait 3000 personnes, je pense, quand même. Ouais, mais c'est déjà pas mal. Hein. Ouais, ça commence, hein, tu vois, on n'est pas à plaindre non plus, ça commence à... C'est des beaux événements, quoi. Ouais, c'est ça commence à bien suivre. Ouais, je me demandais comment on devient professionnel de la boxe. Alors, professionnel, c'est... En Belgique, hein, je vais parler pour la Belgique, parce que je sais qu'il y a des pays où les réglementations sont pas les mêmes. Ouais. En Belgique, il y a une fédération, la fédération belge de boxe. Tu fais des combats en amateur, forcément. Tu commences... Tes 10 premiers combats, c'est des combats de novices, on appelle ça. Donc tu fais des combats de 3 rounds de 2 minutes. Ensuite, tu passes en amateur élite. Tu veux de l'eau? Ouais, je veux bien un petit peu, s'il te plaît. En amateur élite, c'est 3 fois 3 minutes. Et alors je pense en Belgique que le quota minimum, c'est 25 combats amateurs, tu vois, en tout. Tu dois avoir, je pense, 75% de victoire. Ouais, mais donc, et avoir participé au championnat de Belgique. Je pense pas qu'il faut avoir été champion de Belgique, mais je pense qu'il faut y avoir participé. Ok.
Donc il y a quand même des quotas à respecter. Ouais, enfin, t'as des critères assez clairs. Voilà, t'as les critères clairs, mais l'idée c'est quand même de pouvoir se faire un minimum d'expérience en amateur, en tout cas, avant de passer pro. Mais quand tu passes pro, bon, t'as le titre, mais est-ce que finalement, financièrement, tu deviens professionnel grâce à ça? Comment ça se passe aussi pour en vivre? Pas en Belgique. Ouais. Clairement pas en Belgique. Le statut professionnel, il est pas réel. Il est pas réel, c'est sûr. C'est ça, c'est quoi la réalité un peu de la boxe à ce niveau-là? Est-ce que, par exemple, comment tu fais pour en vivre? Moi déjà, mon père est le promoteur, mon père est mon manager, donc forcément ça aide. Tu vois, ce serait mentir de dire que je suis pas aidé par papa. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Donc, en vrai, le meilleur sponsor des sportifs en Belgique, c'est leurs parents. Voilà, donc voilà, mon père me suit, mon père pose ce truc, et puis il y a il y a les sponsors derrière qui m'aident beaucoup, tu vois. Ça me suffit pour pouvoir dire que j'en vis. Ouais. Tu vois, je vais pas commencer à faire genre que je gagne des 10 000 euros par mois parce que ce serait complètement mentir, tu vois. Mais moi, en fait, c'est plus c'est un mode de vie et comme je t'ai dit tout à l'heure, j'adore ça, en fait. Ouais, donc j'arrive à vivre de mes entraînements. J'arrive à vivre du fait que je suis sportif professionnel sans pour autant être riche, tu vois. Ouais, mais je comprends très bien. Voilà, c'est le cas de beaucoup de sportifs de haut niveau, finalement. Dans les milieux où il n'y a pas énormément d'argent, c'est un peu pour la passion que tu as pour ton sport. Ça, c'est clairement pour la passion, ouais. C'est clair. Alors évidemment, si tu peux gagner un peu d'argent, mais je suis certain que la plupart des gens, la plupart des sportifs de haut niveau le feraient même s'ils avaient moins et font plus que ce qu'ils devraient avoir, quoi. Ouais, non, ça c'est évident. Ouais, donc c'est dans tous les sports, il n'y a pas beaucoup de sports en Belgique à part le football, basket, je crois, je dirais, tennis. Et mais même, je crois que c'est dur pour tout le monde. Ouais, l'envers du décor, même des gens qui sont connus en Belgique, je pense que beaucoup de gens se font des films et des idées sur ce qu'ils gagnent, honnêtement. Combien on gagne, ouais. C'est vrai que la plupart déjà sont soutenus par l'ADEPS. Ouais. Et c'est pas... Ouais, l'ADEPS, c'est pas du tout exceptionnel. C'est pas des contrats de footballeurs, quoi. Ça, c'est clair et net. Et même si par exemple c'est 1600, 1800 euros par mois, ouais, c'est ça. On se rend vite compte que vivre et développer sa vie finalement avec si peu d'argent, c'est pas facile, c'est clair. Et par exemple dans ton cas où toi tu dois aller aux États-Unis pour t'entraîner, performer et t'améliorer. Mais c'est pour ça que j'ai eu de la chance d'avoir des sponsors, justement, tu vois, parce que ça fait des frais. Cette fois-ci, ça a été une des fois les plus compliquées entre guillemets parce que l'euro a pris cher là. Je sais pas ce qui s'est passé. Mais du coup, avant, quand j'allais, l'euro était quand même beaucoup plus puissant que le dollar. Ouais, donc ça aidait, tu vois. Mais là, maintenant, ça est en train de s'équilibrer. Donc, des trucs, un bête exemple, mais du lait d'amande, tu payes $6,99. Avant, tu pouvais dire, allez, c'est autour de 4 euros, tu vois. Ouais, donc maintenant, c'est 6,99 €, quoi. Ouais, donc, tu vois, c'est un bête exemple, mais sur le... Ouais, mais ça t'a marqué, en tout cas. Ouais, exactement. Ouais, c'est vrai que y a ça à prendre en compte aussi. Ouais. Et quand tu vas là-bas, c'est quoi? Tu loues un Airbnb et tu vis là-bas? En fait, mon coach, à la base, il était à Boston, comme je t'ai dit. Ouais. Il avait un appart. On était tous les boxeurs ensemble dans l'appart. On faisait le trajet vers la salle. Là, lui, il a acheté une ancienne caserne de pompiers. Okay. Qui se prête assez bien au truc parce qu'il a fait toute une salle en bas assez moderne. Et en haut, t'as toutes les petites chambres des pompiers. Comme dans les films. Exactement. Et vous vous levez à 5h du matin pour aller courir? Non, on s'entraîne... On s'entraîne à 10-11 heures, ça dépend des jours. Parfois plus tôt, parce que tu as parfois des sparring qui viennent d'autres salles ou parfois on va faire du sparring. Mais l'idée générale, c'est 10-11 heures et puis entraînement vers 17 heures après l'après-midi. Ok, on va par jour d'entraînement. Ouais, ça semble plutôt logique, quoi. Ouais. Ça ressemble à quoi en fait une semaine d'entraînement pour un boxeur? Tu vois, du lundi au dimanche. Ouais, le dimanche, c'est repos. C'est le jour de repos. Voilà, ça commence par ça. Autrement, c'est 2 entraînements par jour. Du lundi au samedi. Boxe. Comme je t'ai dit, en général, ce qu'on essaye de faire, c'est plutôt boxe le matin, condition physique le soir, pour pas choper le contre-coup. Pour être en forme, on va dire. Voilà, pour le moment de la boxe. Pour la boxe, pour être plus performant à la boxe. Ça arrive qu'on fasse l'inverse en fonction de la dureté de l'entraînement physique ou autre, tu vois. Ouais. Mais en général, c'est boxe le matin, physique le soir, tu vois. Okay. Et c'est 3 séances de muscu ou de conditionnement, tu vois, et 2 ou 3 séances de cardio pur, quoi. Ok, en muscu, vous faites quoi pour les boxeurs? J'imagine c'est parce qu'il y a plusieurs phases. Quand je pars 8 semaines, par exemple, les 3 premières semaines, c'est vraiment de la force pure et des fondations, tu vois, dans un camp d'entraînement en tout cas. Ouais. Pour partir
souvent sur des exercices plus pliométriques et explosifs sur la suite de la prépa. Ok, ouais. Moi, ce qui semble tout à fait logique. Ouais. Et donc, c'est quoi au début, vous soulevez lourd, on va dire, des charges? Ouais, on commence en fait. La première semaine, je vais donner un exemple. On est sur du deadlift, on va faire 3 sets de 5 répétitions, par exemple. Tu vois, c'est lourd. Et puis l'idée, c'est de diminuer les répétitions, mais de charger encore plus. Et pour passer après, comme je t'ai dit, sur des trucs bien explosifs, puissance. Ouais. Et à la fin du spécifique, j'imagine. À la fin, c'est ça. Et c'est un petit peu moins de charge, quoi. Beaucoup moins de charge, évidemment. Mais je veux dire, même dans les exos, ça va passer sur des trucs genre de 2 sets. Ouais, beaucoup moins de volume. Ouais. Exactement. Ouais, volume, voilà, j'avais pas le terme. Ouais, voilà. Ok, ouais, c'est marrant. Et donc la muscu, ça fait partie intégrante de la préparation de boxeur. Maintenant, on peut pas passer à côté. Ouais, mais c'est comme dans le sport en général, je pense que ça évolue solidement. Tu vois des vidéos des boxeurs des années 80 où c'était que du dur au mal, que des trucs avec des haltères tout rouillés et tout. En 2022, c'est plus possible avec la technologie de manière générale. Ouais, les connaissances, la science, c'est ça, exactement. Je pense qu'il y a moyen de faire des choses bien, quoi. Ouais. Donc beaucoup de travail de haut du corps et bas du corps, j'imagine. Ouais. J'aurais tendance à dire plus bas du corps. Moi, je pense comprendre dans le sens où la puissance, elle vient d'en bas. Exact. Mais le haut du corps aussi pour te protéger, j'imagine. Ouais, mais je veux dire, ce que les gens pourraient penser, c'est qu'on se muscle bien les bras, les biceps et compagnie. Ce qui est le cas, on se muscle bien, mais c'est beaucoup plus ciblé sur les fondations et les jambes. Dans ma prépa aussi, parce que je parle de manière générale, mais je sais pas comment les autres fonctionnent non plus, tu vois. Ouais, mais toi, je parle comment je fais de ce que je connais moi, en tout cas. En soi, tu fais la boxe, t'es sur tes pieds, donc c'est plus important déjà. Ouais, et tout ce qui est transfert de poids et tout ça, sans rentrer trop dans les détails, c'est des idées de rotation de hanches et compagnie. Tout vient d'en bas, en fait, quand tu tapes. Ouais, je vois très bien. Ok. Donc vraiment comment tu peux pousser, à quel moment t'exploses, ce genre de choses, quoi. Et après le haut du corps fait le reste du travail. Mais donc le haut du corps, c'est de la protection et du renforcement. Ouais, mais bon, t'as quand même, tu vois, t'as des chaînes, donc ça vient des jambes, mais t'as quand même, c'est bien d'avoir de la puissance en haut, tu vois. Mais on ne néglige vraiment pas le bas. Ok, ouais. Bon, ça me semble important à préciser, vraiment, pour ceux que ça intéresse un peu la prépa en boxe. Et donc, et niveau cardio, vous faites quoi? C'est sur machine? Cardio, c'est intégré boxe ou ça dépend. On aime bien le faire sur piste. Ça dépend des périodes de l'année. Et que Boston, en fait, c'est assez spécial. C'est que c'est des étés très chauds. Parce que si tu regardes sur une carte, c'est plus ou moins à la hauteur de Madrid, Boston. Ok. Bref, tu vois. Mais les hivers, ils sont incroyables. C'est un peu celle qui est tout proche du Canada, en fait, tu vois. Donc, plusieurs fois, ça m'est arrivé de me choper des tempêtes de neige et tout là-bas, tu vois. Donc, pourquoi je dis ça? C'est parce que le cardio, du coup, on le fait sur machine. L'hiver. Ouais, style tapis. Et piste l'été, quoi. Voilà, c'est ça. Ouais, normal. Ouais. Et donc, c'est beaucoup de courses? Beaucoup de courses, beaucoup d'assaut bike. Qu'on puisse aussi aller chercher avec les bras. Je sais pas si tu connais le Versa Climber, ça dit quelque chose? De quoi? Versa Climber. C'est j'ai déjà vu, j'ai jamais un truc dans le style, on fait pas mal. On a les bras avec les jambes là. Ça, on fait pas mal non plus. Ça, j'ai jamais vu ici, en fait, en Belgique. Non, moi non plus. Non plus, mais là-bas. Que sur des vidéos là-bas. Ouais. Mais l'assaut bike, ça, je connais. Assaut bike, ça commence à bien percer partout, ça. Ouais, c'est dans tous les sports. Vraiment, le vélo du diable. C'est vraiment... Mais c'est ça. Pourquoi c'est important en boxe? Quand tu cours sur tapis et tout ça, ta condition, ça peut être très bien, tu vois, mais en boxe, on utilise quand même les bras. Ouais. Pas nécessairement pour frapper. Il y a aussi le côté, quand tu es en combat et que tu te défends, on dirait pas, mais ça t'use vraiment les bras. Ouais, parce que tu as constamment les mains. Ouais, toi, tu tends. Donc, le fait de travailler comme ça, un cardio où tu peux utiliser les bras en même temps, ça reproduit un peu plus, pour moi, l'essoufflement d'un combat. Ouais, je comprends très bien. On a plus ou moins la même chose au rugby. Ouais. Dans le sens où on passe beaucoup au sol, il y a beaucoup de zones de contact. Ouais. Donc, tu as beau être en forme de course, dès que tu joues, c'est un effort qu'on ne sait pas reproduire autre part, quoi, tu vois. Ouais. Et je trouve que la soul bike fait un peu ce travail de transfert, on va dire. Les bras qui sont congestionnés, mais il faut continuer à fournir un effort. Même chose. Ouais. On se comprend bien là-dessus. Pour autant, j'aime pas le faire. Hein, mais moi non plus, j'aime pas le faire, mais je sais que ça fait partie du truc, quoi. D'ailleurs, j'ai un petit groupe d'entraînement là. De joueurs de rugby, ils ont un challenge cette semaine, c'est de faire 50 calories le plus rapidement possible. Bien sympa. Ouais, sympa. Ouais. Donc demain, je crois que ce sera. Enfin, il faut que je le fasse. Je ne peux pas m'échapper. On verra. Est-ce que tu es stressé avant de le faire? Ouais. Parce que tu sais que j'ai des entraînements comme ça, ce genre de truc-là, quand je sais que ça va être difficile, j'ai le même genre de tension qu'avant un combat. Ça peut m'arriver. T'as pas envie de le faire, mais tu sais que tu dois le faire. Totalement. Tu sais que tu vas
tu vas souffrir Ouais. déjà de 1, donc tu as une petite guerre mentale à produire, Ouais, tu vois, toutes les pensées que tu peux avoir en mode c'est bon, arrête-toi, Ouais. continue. Et ça fait partie du quotidien d'un sportif, en fait, tu vois. Ouais, Je trouve que les gens se rendent pas... Enfin, beaucoup de gens nous voient, les boxeurs en tout cas, sur le ring, à l'instant T, en mode on est bien et tout ce qu'il faut, mais tout ce qui se passe avant, c'est... ouais. Il y a des moments de lutte mentale, en fait, quoi, tu vois. Comment tu te prépares à ça, toi, d'ailleurs? Bah, Je veux dire, j'imagine que pendant tout le process de préparation, pendant tes 8 semaines aux Ouais. États-Unis, tu dois avoir des leviers, en tout cas pour te préparer au jour J ouais. et même le jour J, quoi. Bah, en boxe, le truc qui prépare le mieux, c'est les sparring. Ouais. Concrètement, parce que c'est un peu comme si tu t'entraînes au foot et que tu fais un match d'entraînement, quoi, tu vois. C'est la même chose, c'est un combat d'entraînement, on va dire, tu vois. Ouais. Donc c'est là où, en plus de reproduire ce que tu vas essayer de faire au combat, bah, tu développes un peu tout ce qui est l'aspect de fait d'être sur le ring déjà. Dans les sparring, souvent, bah, tu as des gens qui te regardent, donc des gens que tu connais pas forcément non plus. T'es un peu dans D'autres salles, ouais, presque c'est similaires, qui te, sauf qu'il y a qui te mettent un peu dans le bain. Ouais. et après, t'en auras 3000, mais... Ouais, mais bon, Ouais, mais ça prépare à ça. Et quand t'as des pensées un peu, tu vois, négatives, on va dire, tu sais, qui commencent à... Ouais. Ça arrive, Ouais, dans ces souvent. moments-là. Comment tu les gères? Comment t'arrives à... Je suis pas le meilleur pour ça. Hein. Je suis pas le. Je me laisse vite avoir parfois par les pensées négatives. Dans une préparation, je me laisse bouffer, mais j'ai une capacité à vite passer au-dessus aussi, tu vois. Je pense beaucoup en fait. Tu vois, je pense beaucoup dans un sens, beaucoup dans l'autre. En général, je trouve que ce qui fonctionne bien, c'est le sommeil. aller dormir? Ouais. Le sommeil et juste. Honnêtement, la musique aussi, tu vois. Je me fous de ma musique dans les oreilles ou sur un baffle. Je regarde des vidéos, je pense à autre chose, tu vois. Quand c'est vraiment t'as des moments un peu de doute, etc., j'essaie d'un peu oublier la boxe, on va dire, tu vois, de pas commencer parce que de regarder des vidéos de boxe ou quoi, bah, ça peut un peu te. Bah, ça te pompe tout le temps. Voilà, c'est c'est de ça. l'énergie mentale que tu dois accumuler tout le temps, c'est fatigant, quoi. Et c'est quoi qu'est-ce qui te permet, bon, t'as dit la musique, de sortir un peu de ce cadre-là de la boxe? Bah, ça dépend, hein, tu vois, parce que quand je suis aux États-Unis, par exemple, j'ai pas grand-chose à faire, quoi, tu vois. Donc Ouais, c'est pas chez fort toi. c'est fort la boxe. Donc pour sortir de ça, la musique, je vais me faire un tour, aller me prendre un café quelque part, tu vois, mais bon, l'idée, c'est pas non plus de trop se déconnecter, en fait. Ouais. Il faut rester concentré. C'est quand même un truc où tu sais que dans 3 semaines plus tard ou 4 semaines plus tard, bah, t'es dans un ring avec quelqu'un qui va vouloir te mettre KO, au sens propre du terme, tu vois. Donc trop s'éloigner de ça, c'est pas bon. Je pense pas que ce soit bon. J'ai plus de facilité à me déconnecter quand je suis en Belgique, forcément, tu vois. Ouais, De la voiture, etc. Je vais au ciné ou des trucs comme ça. t'as tes potes qui sont là. Voilà, c'est ça. Mais je suis quand même casanier. Voilà, je suis quand même fort concentré sur ce que je fais. Donc c'est dur de s'éloigner plus de 2-3 jours de ça. Ouais, 2-3 jours. Ouais. Mais je disais même, tu sais, des petits moments où t'as envie de couper. Ouais, bah comme je dis, comme tout le monde, la musique, Café, cinéma, café. Ouais. Du simple. Un peu de shopping aussi parfois, quoi. Ouais, ça va, t'es même fan, la mode. Ouais, j'aime bien. Ouais. Bah, je vois déjà, t'es habillé comme un mec qui aime bien la mode. Ouais. C'est des couleurs simples, là, comme t'as dit, tu vois, ça match office. Ouais, Tu sais, ça va. doré et noir, j'étais sûr de pas me tromper. Ouais. Non, voilà, je voulais me faire un kiff sur des vêtements, tu vois. Souvent, tu sais, quand t'es dans le sport, t'as toujours tendance à faire des vêtements sportifs, tu sais, t-shirt d'entraînement, et je me suis dit, en fait, tu sais, personne porte jamais tes vêtements de sport dans la rue, tu vois. Ouais, non, c'est clair. Et donc, je me suis dit, ouais, pourquoi pas faire un peu streetwear. Un peu des deux. Ouais, voilà, j'y ai c'est ça. pensé, j'ai voulu le faire pour ce combat-ci. Ouais. Donc, créer une chaîne un peu. Je sais pas si t'as vu un peu, il y a des t-shirts un peu de rock et tout ça qui reviennent un peu à la mode. Ouais. J'ai voulu faire ça, un logo un peu du style avec moi. Avec genre tête de mort et des trucs comme ça. Ouais, pas tête de mort là. Tête de mort, mais... Ouais, ça aurait été l'idée. Je vois ce que tu veux dire. L'écriture un peu émo, tu vois. J'ai voulu faire ça, mais j'ai pas encore eu le temps. Ouais. Mais ça reste dans un coin de ma tête. Ouais, mais fais-le. Ouais. Moi, je me suis vraiment kiffé là-dessus. Et donc, voilà. Et ça plaît un peu aux gens. Donc, je continue tout doucement, quoi. Je suis un peu comme... c'est quoi la marque Suprême, tu vois, je sors. Ouais, j'en achète, j'en fais 30. Parce que sinon, après... T'essaies d'être sold out. Ouais, c'est ça. Après, sinon, t'en as 150 dans ton... Ouais, mais je l'ai fait au début de ma carrière pro. J'ai fait des t-shirts, mais vraiment, tu sais, impression, là, vraiment à la monnaie. Et j'en retrouve parfois... un peu chez toi. Ouais, j'en retrouve des caisses, ouais. Je l'ai fait beaucoup trop. Et donc, tu t'intéresses un peu à la mode en dehors quand tu veux couper, quoi. Ouais. Ça te fait kiffer. Et je disais... J'aime bien m'habiller, je m'intéresse pas spécialement à la mode, tu vois. Ouais, mais ça te fait... Non, mais parce qu'il y a des gens qui aiment vraiment ça, tu vois, mais... Ouais. Ça te permet de couper et de découvrir autre chose, quoi. Ouais.
Je pose cette question parce que c'était avec Ismaël Debjani, je sais pas si tu vois c'est qui. Ah ouais. C'est un marathonien. Coureur Ouais. de fond, semi-fond. J'ai entraîné pendant le Covid. Je m'entraînais au Bloquerie, dans la nouvelle salle. Tu vois. Ouais. J'avais accès là-bas comme je suis j'étais espoir sportif à ce moment-là. Et lui s'entraînait là-bas. Il est assez impressionnant à voir. Parce que moi je faisais mes entraînements cardio sur tapis. C'était des trucs un peu hit et tout ça. Ouais. Et le mec il était genre à 18 km/h pendant 2 heures d'affilée, tac sur tapis, tu vois. Après toi, incroyable. Et moi j'étais là à 18, c'était mon point genre le plus haut pendant 30 secondes. C'est ça, ouais, non, c'est une machine. D'ailleurs, j'ai vu sur les réseaux qu'il avait un petit souci, je sais plus si c'était financier, de soutien, etc. Il me semble, je crois qu'il a été lâché par la DEPS, si je dis pas de bêtises. Je crois, ouais. Lâché, je crois qu'il a perdu son contrat ou un truc style. J'ai lu quelque chose comme quoi s'il s'y retrouvait pas, il arrêtait, quoi, tu vois. Ouais, je crois que j'ai vu passer cette histoire. J'ai pas tout lu, j'ai pas approfondi, mais j'espère que ça ira pour lui. Donc on l'a reçu dans le podcast aussi. Ça va faire 6 mois, 1 an peut-être. Ça fait un petit temps. Mais il racontait que lui, pendant les JO, etc., il construit des Lego, tu vois. Ah ouais. Il part en compétition et donc je trouve ça. Donc il prend ses Lego avec. Ouais, il achète quand il va en compétition, il en achète, je pense en partant, il achète une boîte. Cool. Et il passe son temps à les construire, tu sais, quand il veut couper, quoi, tu vois. Parce que j'imagine bien quand t'es en compétition, c'est hôtel, appartement. Ouais. Et il disait, tu fais ça pendant 1 heure et comme ça on ne parle pas. Et donc je trouve que cette question est toujours intéressante parce que chaque sportif a une petite manière différente, quoi. Ah ouais. Ça c'est pas mal le coup des Lego. Je pense que je vais peut-être y penser, tiens. Ouais, je me suis dit, cet été je suis parti pendant 3 semaines en tournée pour le rugby avec Monaco et j'ai repensé à lui parce que en fait je passais mon temps sur mon GSM, quoi, tu vois. Ouais. On est complètement. C'est une facilité, moi aussi. C'est horrible. C'est une facilité. Et des fois, tu te sens mal en même temps. Tu vois, tu passes 3 heures d'affilée et tu te dis putain. Et t'as rien. 3 heures de perdu de ta vie, carrément. Tu vois, où t'as été sur Instagram comme ça. Ouais, et tu fais rien et tu revois les mêmes choses et je trouvais ça horrible. Et c'est vraiment une partie du sportif de haut niveau où t'es coincé dans un endroit finalement parce que t'as pas de voiture, tu sais pas te déplacer, t'es pas chez toi. Et donc tu vas juste à ta réunion ou ton meeting, ton entraînement, puis tu rentres, tu te laves, tu manges, puis tu t'assieds parce que t'es fatigué. Et t'as passé 3 heures sur ton GSM. Ce que je trouve fou avec les téléphones, de manière générale, enfin moi, parce que c'est tout le temps comme ça en fait, tu vois. Comme tu dis, c'est que t'as cette routine en fait qui s'installe dans un camp d'entraînement, tu vois. Et des fois, je me rends compte que je suis sur mon téléphone et que j'ai même la flemme de faire des trucs qui n'ont pas de raison. Tu vois, j'ai pas de raison d'avoir la flemme de faire quelque chose aussi simple juste parce que je suis sur mon téléphone. Ah ouais, tu vois, ton téléphone, tu t'empêches, quoi. Et ben, je peut-être même la flemme de prendre mon ordi pour mettre une vidéo à la place, tu vois. Ouais. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Si. Je trouve ça un peu malsain, en fait. C'est fou comme cette petite machine peut t'absorber, quoi. Ouais. Mais c'est fait pour ça, hein. Ouais, clairement. Vraiment fait pour ça. Après, je critique, mais je suis le premier à être dessus, tu vois. Du coup, donc, je dis pas ça pour critiquer les autres, tu vois. Je suis victime de ça, en fait. Ouais. Honnêtement, c'est vraiment très difficile. Et par exemple, c'est pour la page Belgium Performance et tout, j'essaye de faire des trucs. Et c'est fou le nombre, quand tu regardes le nombre d'heures que tu peux être connecté, ouvert, etc. Ouais, mais sur iPhone, t'as moi j'ai coupé, je veux même pas savoir. Je veux même pas me déprimer avec ça, de voir que j'ai passé 5 heures sur Instagram. C'est hyper malsain. Bon, et le pire, c'est qu'on ne sait pas faire autrement dans le sens où ça fait partie. Non, ça fait partie intégrante du métier. Tu dois le partager. Encore plus dans le sport de nos jours, Ouais, si tu veux exister, c'est ça, quoi. Clairement. Avoir des abonnés, c'est primordial, entre guillemets. Si tu veux un autre café, dis-le moi. Hein. Non, c'est gentil, ça me fait. Et, donc, les GSM, très très compliqués à gérer. Ouais. Et je m'en ça me rassure d'apprendre que je suis pas seul. Mais moi, ça m'avait vraiment plombé, quoi. Quand j'étais en tournoi, je me disais, waouh, à la fin, c'était horrible. On était avec. En plus, c'était avec des gens, quoi. Ouais, c'est ça. Mais en fait, c'est aussi ça parce que comme tu es tout le temps avec les mêmes personnes, tu veux couper, tu vois. Et donc, tu te dis, bon, je vais aller me poser dans ma chambre. Et finalement, même avec ton partenaire de chambre, il y a moins de dialogue. Il y a moins d'interaction. Mais bon, ça fait 3 semaines qu'on est ensemble. À part dire, l'autre, il me casse les couilles. Ouais, non, mais ça, c'est clair. Je comprends très bien. Et donc, mais des fois, on se disait, avec Johan d'ailleurs, il s'appelle Johan, putain, lâche ton GSM et on essayait de se parler, quoi, tu vois. Ouais. Et donc, on avait un truc qu'on avait réussi à trouver, c'est, tu vois, le maté, le truc. Ouais. On en boit. Enfin, moi, j'en bois, il en boit aussi. Donc, c'était notre moment aussi de partage, quoi. Et si tu coupais le téléphone à ce moment-là? On essayait de se retrouver, on disait on va à la piscine, on mettait de la musique et on buvait de notre truc et ça nous permettait de couper
Vraiment. Et maintenant, c'est bête, hein, mais je me suis mis au ukulélé que mes potes m'avaient acheté il y a 10 ans et j'ai jamais joué. Je suis très, très mauvais. Ouais, bon, moi, t'es pas sur ton téléphone, du coup. Mais au moins, tu sais, j'essaye pendant une demi-heure, 1 heure par jour de faire autre chose, quoi. Sinon, en fait, tu passes ton temps à regarder ce que les autres font déjà. Non, c'est pas... Ouais. Et te dire, c'est pas une vie, quoi. C'est clair. Et quand t'as enchaîné sur le sujet, je trouve ça ouf. En fait, on est tous dans la même situation. Ouais, c'est une situation qui est passée. Je pense que tout le monde est dans le même cas de figure. On essaye de se trouver un petit truc sur le côté, de se forcer à faire, tu vois. Par exemple, tu parles de ça. Moi, aux États-Unis, ce que je faisais, je prenais, donc j'avais mon téléphone de toute façon. Tu vois, je suis obligé pour la musique. C'est ça qui est malsain, c'est que tu veux t'en déconnecter, mais t'en as quand même besoin. Donc musique, j'allais marcher jusqu'au Dunkin' le plus proche, c'est pas mal. J'allais prendre un café. Je prends pas de donut, hein, juste un café. Hop, et je prenais un livre avec, tu vois. Et alors je vais pas faire genre qu'à chaque fois j'arrive. Tu vois, il y a toujours un moment où même tu te rends pas compte et tu reprends ton téléphone. C'est le truc que j'essaie de faire moi pour. Ouais, mais tu vois, tu sors un peu. Et puis t'avais quand même l'aspect promenade, déjà ça me faisait quand même un petit 20 minutes d'office où je savais que je faisais autre chose, tu vois. Ouais. Non, c'est fou, mais il faut trouver, je pense, ces activités pour que la tête puisse se libérer, quoi, tu vois. Ouais. Et tu parlais de, tu vas au Dunkin' Donuts, mais tu manges pas de donuts. Comment tu gères un peu l'aspect poids pour rester dans ta catégorie? Est-ce que tu fais des sèches vraiment dures ou alors est-ce que tu es plutôt quelqu'un de... Ouais, tu fais bien d'en parler. Bon, je t'ai dit 1m83 et je vais être à 63,5 kg. Donc on se doute bien que c'est pas du tout un poids naturel pour moi. Ok, ouais. Tu vois, si tu calcules le BMI, je pense même que c'est du sous-poids à ce niveau-là, tu vois. Le truc, c'est que dans une pesée de boxe, il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas quand ils me demandent à quel poids je boxe. C'est que le poids, je dois le faire à un instant T, le vendredi avant. Je dois faire le poids pendant 10 minutes, c'est bon. Tu vois, la veille. Je dois pas être à 63,5 kg pendant une semaine, quoi, tu vois. Mm-hmm. Donc, la sèche, à proprement parler, c'est la semaine avant. Tu vois, c'est le sport de combat, c'est le côté malsain des sports de combat, c'est comme ça. Ouais. Je suis pas en train de dire que c'est bien pour la santé ou quoi que ce soit, mais tout le monde le fait, donc il n'y a pas le choix, tu vois. En fait, c'est un avantage, quoi. Ouais, si tu arrives à gérer ça, malgré ce que tu imposes à ton corps, c'est un avantage, parce que c'est clairement un avantage. Tu auras peut-être 2 kilos en plus que ton tu reprends du poids, et voilà. Mais donc, c'est un peu, c'est comme ça en boxe. T'as cette sèche qui est draconienne la semaine avant le combat, c'est vraiment chaud. Avant ça, moi, c'est pas une question de sécher ou de faire des régimes, c'est une question de bien manger. Plus que de commencer à se dire que je dois perdre déjà 4 kilos pendant... tu vois ce que je veux dire? Manière continue, je mange bien de manière concrète. J'ai l'application MyFitnessPal, je pense que beaucoup de gens l'ont. Je compte mes calories. Je répartis ça sur des journées d'entraînement. Et je m'autorise très peu de plaisir sucré, honnêtement. Ouais. Voilà, c'est juste ça. Mais je suis rarement affamé pendant une préparation, quoi. Ouais, tu te fais pas moi-même, je dois me forcer à bouffer, en fait. Tu fais pas des semaines draconiennes ou avec des sacs plastiques sur le ventre? Non, du tout. C'est plus vraiment gestion tout du long. Et puis peut-être la dernière. Ouais, les derniers jours, c'est cata, c'est super dur, vraiment. Ouais. Mais non, avant ça, c'est juste une question de bien manger, de manger des produits que je sais bio, etc. De bonne qualité. Voilà, mais non, je suis jamais affamé, jamais. Tu trouves que ça fait la différence d'avoir des produits de bonne qualité? Enfin, je veux dire, à part, je parle bonne qualité dans le sens comme tu dis bio, etc. Et d'autres que tu peux trouver directement dans des magasins sans que ce soit ultra transformé. Est-ce que c'est un placebo? J'en sais rien, mais moi, ça a changé, ça a tout changé. Ok, ouais. Quand j'ai décidé de passer sur des choses beaucoup plus propres, on va dire. Ouais, j'ai l'impression que ce que tu veux dire. Je sais pas comment j'ai. Ouais. Mais c'est bien parce que il y a cette image-là, cette perte de poids, c'est un peu bizarre, quoi, tu vois. Ouais. Et j'ai connu quelques judokas qui avaient vraiment des pics de forme ou de, je sais pas comment dire ça, mais vraiment après les combats, c'était la folie, quoi. Tu vois, c'était manger mal pendant 3 semaines et donc après. Ouais, moi aussi, cette semaine-là, je suis pas en train, tu vois. Ouais, mais t'as une semaine de décompensation. J'essaie de me reprendre vite. J'ai un métabolisme où je prends vraiment pas beaucoup de poids, moi, tu vois. Ouais. Quand je dis pas prendre de poids, je prends du poids parce que forcément, je suis dans une catégorie très basse. Ouais. Mais je prends pas de gras, je gonfle pas énormément. Mais ça veut pas dire que c'est bon pour la santé, tu vois. De commencer à pas. Voilà, c'est ça. Et je trouve que ça se ressent fort sur la
performance et sur la condition physique de mal manger, tu vois. Ouais. Tu t'enchaînes 2-3 McDo, tu dois faire une séance HIIT ou un truc comme ça, c'est l'enfer. Ouais, c'est horrible. T'es pas bien, enfin t'es pas bon, quoi. Ouais, clairement. Ça se passe pas bien. Mais t'as pas pendant toute cette préparation, ce combat mental avec la nourriture, quoi. Non. Non, je gère bien ça. Et c'est un aspect qui m'intéresse aussi. Donc, ouais, j'allais dire, tu t'es un peu éduqué à ça. C'est vraiment je suis un peu autodidacte, on va dire. Ouais. Et puis j'ai mon coach il est un peu tout. Il est préparateur physique, il est coach de boxe. Quelque part, il est un peu nutritionniste, il s'y connaît bien. Donc quand j'ai des questions et tout ça, je parle avec lui de tout ça, tu vois. Et ouais, c'est un échange intéressant, tu vois. Bah, ça fait partie intégrante de la performance, quoi. La nutrition, c'est autant l'entraînement, c'est sûrement le plus important. Donc, tu t'entraînes pas, il y a pas de secret. Bah en fait, ouais, t'as besoin du carburant pour t'entraîner, quoi. C'est aussi simple que ça. C'est comme l'image qu'on donne, tu mets de l'essence dans une voiture, quoi. Ouais, c'est aussi simple que ça. Et qu'il faut que ce soit bien, bon et au bon moment. Exact. Et évidemment, encore plus dans un sport individuel comme toi, parce que tu comptes que sur toi. Ouais. Moi, je viens d'un sport collectif, donc il y a moins cette éthique de nutrition. Tu vois, il y a des mecs qui s'en foutent, ils mangent n'importe quoi. Parce que tu peux toujours compter un peu sur les autres dans tes moments de faiblesse, quoi. Mais toi, il y a personne. Non, c'est... Ouais. Il y a toi et tes 2 points. Toi et tes 2 points et quelqu'un qui veut te casser la gueule en face. Tu vois, c'est ça. Ouais. Et qu'est-ce que ça fait de savoir qu'il y a un gars qui veut te taper? T'es habitué, j'imagine. Ouais, avec le temps, ça fait partie intégrante du truc, tu vois. Ouais. C'est effrayant au début, hein, c'est effrayant. Le premier combat, ça doit quand même... bon, ça fait longtemps pour toi, le premier combat, j'imagine, mais peut-être le premier combat... J'étais hypé quand même, tu vois, parce que c'est un truc... tu vois, je t'ai dit, j'ai fait du foot et tout ça. Ouais. Mais moi, la boxe, ça a toujours été l'amour de ma vie, entre guillemets, tu vois. J'ai toujours été à me rechercher toutes les infos, toutes les nouvelles boxe, l'actualité et tout ça, j'ai toujours été que là-dedans. C'était ton monde. Ouais, c'est mon monde. Quand j'ai fait mon prix combat, moi, j'ai fait des films en mode je vais gagner par KO, ça va, tu vois, j'ai tout visualisé. Tu voyais les ralentis, là. Ouais, exactement, tu vois, donc voilà, ça s'est bien passé. Mais c'était pas le combat le plus dur, c'est mon premier combat, donc on a fait en sorte d'avoir un adversaire qui était à mon niveau aussi. Tu vois, c'est... Ouais. Mais j'ai eu des combats stressants quand tu arrives dans des trucs avec des finales ou dans des tournois, tu sais pas qui tu boxes parce que c'est avec des tirages au sort, que tu es à l'étranger. Donc tu connais là, c'est plus stressant. Tu connais pas les gens. Exact, ouais. T'as déjà vraiment eu peur en faisant un combat? Ouais, bah les gens qui disent qu'ils n'ont pas peur avant un combat, déjà, c'est des mythos. Je vois pas comment... Ou alors, c'est des inconscients, je sais pas. Moi, samedi, par exemple, la notion de peur, j'irais pas jusqu'à dire que j'avais peur, mais t'as toujours ce côté où tu te dis, purée, c'est un combat, tu vois. Le mot combat, c'est pas ta match et ta combat, je trouve, tu vois. Ouais, c'est pas pour rabaisser les autres sports, c'est pas du tout ça. Mais t'as une notion différente qui fait que t'es un peu au-delà du sport sur certains aspects aussi. Tu vois ce que je veux dire? Pas que c'est mieux ou moins bien, hein, je veux juste dire t'as un côté différent, ouais. Parce que dans les autres sports, par exemple sport de contact ou comme tu dis, c'est des matchs, quoi. Ouais. On joue l'un contre l'autre. Mais là, ouais, c'est un combat, vous vous battez dans l'idée de finalement faire que quelqu'un soit le but, c'est tu peux l'avoir, c'est le chaos, tu vois. Ça arrive pas à chaque fois, mais ouais, c'est ça. Alors c'est vrai qu'on en parlait tantôt avant de commencer. C'est beau, un chaos. C'est ce que beaucoup de gens veulent voir finalement, j'ai l'impression. Enfin, pour les novices plutôt. Hein. Bah oui, mais non, mais ça fait partie intégrante du truc. C'est que la boxe chaos, c'est lié. Une victoire par KO, c'est quand même. Exact, ouais, c'est ça. C'est pas le summum, j'ai envie de dire, mais. Si, voilà, c'est ça. C'est que, c'est comme un 7-0 au foot, quoi, tu vois. Voilà, c'est. C'est comme ça que tu gagnes, quoi. Mais au final, c'est fou quand même de se dire le but, c'est que quelqu'un soit inconscient. Ouais. Tu disais tantôt, cette image est dure à défendre, cette éthique de ton sport. C'est dur à défendre auprès des personnes déjà qui n'ont pas de violence en eux, tu vois. Ouais. Parce que la boxe, malgré tout, c'est très technique, tu vois. Ça peut être très beau. Moi, je suis un boxeur technique, par exemple, tu vois. Je suis pas quelqu'un qui a la recherche absolue d'un KO. J'aime beaucoup l'aspect technique, mais c'est des coups de poing. Et ça, c'est indéfendable. Tu vois, tu peux pas dire... Enfin, je peux défendre mon sport en disant qu'il y a cet aspect technique, qu'il y a l'aspect défensif, qu'il y a beaucoup de travail et de stratégie, etc.
mais dans la finalité des choses, ça reste un coup de poing sur quelqu'un. Ouais. Et ça, je sais que c'est pas quelque chose que tu peux expliquer à des gens qui n'aiment pas la violence. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, non, ça peut pas. Voilà. Et je conçois que des gens n'aiment pas le football parce que c'est ennuyant. Ouais. C'est la même chose ici, tu vois. Ouais, c'est cette partie-là qui est finalement, c'est faire mal à quelqu'un. Enfin, ouais, c'est clairement ça. J'ai rencontré beaucoup de gens qui n'aiment pas, tu vois. Et parfois, les gens sont vite dans l'attaque en mode parce qu'on va faire un débat, tu vois. Mais moi, je n'aime pas à débattre. Non. Je sais que c'est des coups de poing. Je n'ai pas de plus à dire, tu vois. Si tu n'aimes pas, bah, je vais pas essayer de te faire aimer, en fait. C'est aussi simple que ça. Je sais que l'aspect technique et tout ça, c'est quelque chose qui peut parfois surprendre certaines personnes. Il y a déjà beaucoup de gens qui ont changé d'avis en se rendant compte que c'est un sport malgré tout et qu'il y a une beauté à tout ça. Ouais, parce qu'il faut avoir des sacrées capacités quand même que pouvoir anticiper, lire, agir en même temps que savoir que quelqu'un va te taper dessus. Exact. Donc et puis on en parlait tout à l'heure, le sport qui évolue, etc. Bah, c'est valable pour la boxe aussi. Tu vois, tu regardes des combats des années 50, 60 en noir et blanc. Ça fait un peu Charlie Chaplin où ils sont là sans garde et tout. Ils sautent un peu de gauche à droite. Tu vois maintenant avec l'évolution de toutes les technologies, que ce soit dans la préparation physique, que ce soit dans les connaissances en boxe, mais même la nutrition, tu vois, c'est des trucs que tu ressens au niveau des athlètes dans le ring, tu vois, au top niveau, tu vois les gens, ça n'a plus rien à voir, quoi. Non, c'est des machines de guerre. Exact. Enfin, c'est des athlètes de haut niveau, quoi. C'est ça, c'est l'expression à son paroxysme de cette discipline, quoi. Ouais. Non. Je veux dire, t'auras peut-être pas mieux que ce qui se fait maintenant. Enfin, si. Bah, pour l'instant, ouais. Mais bah, c'est dur de se projeter parce que nous, on est dans le présent, tu vois. Donc, dans le sport, tu vois, tu vois toutes les machines qu'il y a de nos jours, des trucs qui coûtent des centaines de milliers, et tu te dis comment est-ce qu'on peut faire mieux. Mais j'imagine qu'ils sauront faire mieux, tu vois. Ouais. Et j'imagine qu'on sera plus là pour voir, tu vois. Mais il y a un moment où ça ne peut qu'évoluer, je pense. Hein. Mais en tout cas, là, c'est déjà pas mal, quoi. Ouais, c'est clair. En soi, c'est le concept de la professionnalisation. Les gens passent leur temps à essayer de développer le maximum de capacités pour ça, quoi. Ouais. Qu'est-ce que tu as mis en place, en fait, quand tu es devenu pro par rapport à amateur? Mais je saute dessus. Mais c'est un peu dans la continuité de ce qu'on est en train de dire, c'est qu'il y a la professionnalisation. Et moi, je suis quelqu'un qui aime bien s'informer, qui aime bien évoluer, qui aime bien apprendre. Ouais. Tu vois, j'aime beaucoup apprendre, et pas spécialement que en boxe, tu vois, j'aime bien m'informer surtout. Donc, du coup, j'ai commencé ma carrière pro en étant un peu dans le faux, sans le savoir, tu vois. Que ce soit au niveau de l'intensité de mon entraînement, que ce soit au niveau de la fréquence de mes entraînements, etc. J'ai commencé, moi, dans ma tête, je faisais 4 fois boxe semaine et 2 entraînements physiques, et c'était déjà très professionnel. Et puis, avec le temps, tu step up, il faut pas. Tu comprends beaucoup de choses, tu vois. Tu comprends. Donc, c'est ça, la mise en place, ça s'est fait tout seul, et ça s'est fait avec l'apprentissage et avec les rencontres que j'ai pu faire, notamment avec mon coach, quoi. Tu disais que tu t'intéresses beaucoup, tu aimes bien être acteur de ta discipline un peu? Ouais. Dans le sens où tu aimes bien comprendre ce que tu fais, savoir pourquoi tu fais les choses, ça t'aide un peu à te développer. Un bête exemple, mais je vais comparer avec un gars qui est sans doute meilleur que moi et qui je m'entraîne, tu vois, il s'appelle Juan Polanco. C'est un Dominicain. Donc il est au même catégorie que moi. Je n'ai pas honte de dire qu'il est meilleur que moi en boxe, tu vois. Et on s'entraîne ensemble. Lui va s'entraîner, va écouter et faire à la lettre ce que mon coach demande. Que moi, mon coach va m'expliquer. Et je vais être plus dans l'aspect décortiquer, poser des questions. Pourquoi ça? Pourquoi, tu vois ce que je veux dire? Pourquoi est-ce que je donne un exemple qui n'a rien à voir, mais pourquoi est-ce que je dois lever mon coude à ce moment-là et pas avant ou après? Tu vois ce que je veux dire? Beaucoup plus dans décortiquer. Et pourquoi je dis que Juan est meilleur que moi, c'est pour prouver que ça veut pas dire que le fait de tout décortiquer et de tout apprendre fait nécessairement de moi quelqu'un de meilleur, tu vois. Mais c'est ta façon. Voilà, c'est ça, c'est ma façon d'être. Ouais, il y a des athlètes qui, eux, ont pas besoin de savoir, ils veulent juste faire. Voilà, c'est ça. Et il y en a d'autres qui ont, justement, faire bien, ils ont besoin de comprendre, quoi. Mais c'est ce que je te disais aussi tout à l'heure par rapport au fait que j'aime bien l'aventure et tout ça. C'est que moi, j'apprécie et je veux juste comprendre et l'idée de souvenir, en fait, tu vois, l'idée de bons souvenirs, tu vois, je trouve que ça en fait partie, en fait, de comprendre ce que je fais, simplement. Ouais, tu vis à fond, quoi. C'est devenu un lifestyle, en fait. Ouais. Ça veut dire du matin au soir et même la nuit quand tu rêves, j'imagine. Ouais, ça arrive souvent. Ça doit être Ça m'arrive de mettre des petits coups. Tu sais, des fois, quand je suis vraiment dans des grosses périodes de sparring,
Parce que ça aussi, tu vois, on parlait de la charge de muscu, tout ça, mais la charge de sparring, dans une préparation complète, bah, tu augmentes la fréquence et l'intensité des sparring. De sparring ouais, la semaine. Et donc ça m'arrive parfois dans des semaines où j'ai beaucoup plus de sparring, de m'endormir et ça fait des spasmes, tu vois. Quand ça t'arrive pas jamais, tu dors et t'as un coup de... Ouais, je vois ça. La même chose, ça part en... Ouais. Faut faire gaffe. Hein. Ouais, j'ai déjà tapé ma copine. Ouais, j'allais dire. Pas taper, mais j'ai eu un coup, je dors, j'envoie en l'air et mon bras est retombé sur sa tête, tu vois. Je veux dire que ça l'a pas trop fait rire. Ouais. Surtout si tu te fais réveiller par ça, mais les premières fois, ça doit surprendre. Ça surprend, ouais. Ça me surprend moi aussi, hein, je le précise. Non, c'est drôle, mais c'est quand ton corps, il est au bout. Ouais, quand t'es concentré, en fait, tu vois, et t'es que là-dedans, donc t'as ton esprit qui est fixé que là-dessus. Ça va jusque là. Ouais. Et je me disais, donc là, t'as 27 ans, jusqu'à quel âge on boxe? Ça dépend des catégories, figure-toi, de poids. Hein. 35, c'est un âge qui me paraît une moyenne générale de toutes les catégories. Okay, ouais. Plus le poids est léger, donc dans des petits poids vers 50 et des kilos, il y a beaucoup plus d'activité dans les combats. Ils sont plus légers, donc ça va plus vite. Ils prennent plus de coups, pas nécessairement plus fort, mais plus de coups, donc ils finissent plus tôt leur carrière. Ah ouais, j'aurais dit, d'intuition, j'aurais dit l'inverse. Ouais, en me disant que les poids lourds, ils devaient porter leur corps plus longtemps. Bah non, justement, un poids lourd, en fait, déjà, le dernier truc qu'on perd en boxe, on dit toujours, la dernière chose qu'on perd, c'est la force de frappe. Okay. Et je pense que c'est quelque chose, la force d'un homme, c'est quelque chose qui se développe avec l'âge. Ouais, t'as un peu... Donc quelqu'un un poids lourd, en fait, vers 35-36 ans, comparé aux autres catégories, il y a des poids lourds, en fait, leur meilleur niveau de leur vie, ça va être vers 35-36 ans. Parce que c'est là où ils atteignent leur force la plus brute. Ok, ouais. Tu vois, et donc, c'est pas rare des poids lourds qui vont jusqu'à 40-42 ans. Putain. Et qui sont toujours au top niveau en plus de ça, tu vois. C'est pas 40-42 ans qui arrêtent, mais qui se sont fait un peu oublier. Ouais, non, c'est 42 ans au top, quoi. Ouais, c'est ça. C'est fou, ça, par contre, à 42 ans, se taper dessus, là. Ouais. Terminé. Mais surtout que poids lourd, comme tu dis, c'est des gars qui font plus de 105-110 kilos, tu vois, donc il y a de l'impact. Ouais. La boxe féminine en Belgique, ça se développe ou c'est... La boxe féminine mondiale se développe déjà très bien. Ouais. Ce qui est quand même pas mal. La boxe féminine en Belgique, c'est un peu à l'image de la boxe en Belgique tout court, c'est que c'est en dessous du niveau mondial, mais que ça tend quand même vers une évolution. Qu'est-ce qui fait que ça tend vers une évolution? C'est la qualité des boxeuses qui accroît partout dans le monde, je trouve. Tu penses que c'est grâce à quoi ça, même ça, peu importe le sport, hein, j'imagine. Il y a un truc qui a beaucoup aidé par chez nous. Je sais pas si en 2016 tu as entendu que la France avait fait un record de médailles en boxe au JO. Et il y a 2 filles qui ont fait il y a eu une médaille d'or et une médaille d'argent. Et en France, ça a entraîné vraiment un essor de dingue de la boxe de manière générale, féminine. Et comme on est en Belgique francophone, ça s'est transféré. Ouais, ça s'est transféré quand même fort. Je trouve que tu vas dans une salle de boxe. Moi, ça fait quand même quelques années que j'y suis. Je vois quand même qu'il y a beaucoup plus de filles qui sont intéressées, pas nécessairement par l'aspect de devoir se taper dessus et tout ça, mais par la discipline. Simplement par la discipline et l'aspect très... tu te dépenses bien dans une séance de boxe, tu vois. Donc, je pense que c'est très fatigant, ouais. Ça commence à te plaire de plus en plus aux filles, je trouve. Ouais, mais j'ai beaucoup d'amis qui s'y... Pas beaucoup d'amis, j'ai des amis qui s'y intéressent, quoi. J'ai un ami qui s'y est mis il y a pas longtemps. Ouais. Et il a dit, j'ai toujours eu envie, mais là, je pense que c'est le moment. Et il dit, juste pour bouger, quoi. Il dit, ça fait du bien, tu bouges différemment. Ouais, mais il y a beaucoup de gens qui ont ce frein de la boxe en croyant qu'ils vont aller dans une salle et qu'on va leur mettre un protège-dents, un casque et qu'ils vont se taper dessus. Mais tu peux faire toute ta vie de la boxe, je vais dire éducative, je sais pas si c'est le mot, mais tu peux faire tout loisir. Tu peux faire toute ta vie de la boxe loisir sans prendre un seul coup, si tu en as envie. Tu vas dans les salles, tu as des sacs, tu peux t'appeler dans les mains, tu as des alternatives. Tu vois, la boxe, c'est très intéressant comme discipline dans le développement personnel. Si tu veux faire ça comme si tu allais chez Basic Fit ou un truc comme ça, tu vois, tu fais ça sur ton côté, c'est un bon défouloir, quoi. Ouais, je pense aussi, ouais. C'est fatigant déjà, c'est super dur. Ouais, c'est dur. Super dur. Mais c'est comme tous les sports, tu vois. Tu prends, on a eu plusieurs fois des gens qui venaient, tu sais, des tennisman ou des gens qui venaient faire un essai avec nous, tu vois. Et ils sont morts direct dans un round de 2-3 minutes, mais cuits, tu vois. Mais après, tu vas faire un boxeur à faire la discipline d'un autre, on va être cuit aussi, tu vois. C'est l'entraînement c'est différent. Mais dans le rugby, ça arrive souvent que les coachs, etc., ils veulent faire des trucs de boxe. Ouais. On a déjà eu pas mal d'équipes de rugby ou de gens du rugby qui viennent s'entraîner simplement à la boxe. Ouais, quoi. À un moment
allez, c'est pas similaire, mais il y a il y a des similitudes. Hein. Ouais, voilà. On en a parlé sur les jambes notamment, tu vois. Ouais. Les appuis des jambes, tu vois, c'est vraiment une des bases de la boxe. Et j'imagine que rugby, c'est ultra important. C'est la même chose. Ouais. Quoi. Il faut que les jambes soient bonnes et fortes, et puis le transfert doit se faire. Parce que évidemment, on imagine les rugbymen comme des mecs très musclés, évidemment, mais principalement le haut du corps, il est musclé pour qu'il se protège. Ouais. On n'a pas le temps lorsqu'on repousse quelqu'un, d'appliquer les 200 kilos développé couché qu'on imagine avant. Ouais, non, ouais, c'est clair. Mais j'ai une question d'ailleurs par rapport à ça. Est-ce que dans le rugby, vous avez des gabarits en fonction des positions sur le terrain? Alors, parce que je connais pas très bien non plus, tu vois. Donc, le rugby à 15, ils sont 15 sur le terrain. Ouais. Il y a vraiment deux parties différentes de l'équipe. Il y a les avants, donc ils sont les plus costauds et les plus gros ou les plus grands. Ok. Et puis tu as les arrières, ceux qui sont des passes qui courent vite, on va dire pour faire simple, et qui eux sont plus minces, on va dire. Sauf que à haut niveau, vraiment chez les professionnels, les profils commencent vraiment à devenir les mecs qui font presque tous 100 kilos, Ok, ouais. musclés et très rapides. Mais sinon tu as vraiment, en fonction des positions, il y a des profils types qui sont démarqués, quoi. Donc tu as ceux, tu vois, les mêlées, je sais pas si tu vois, c'est quoi un peu le rugby. Je comprends plus ou moins, mais les je l'ai quand même, ouais. Non, les trois premiers qui se rentrent dedans, vraiment, eux, ils sont vraiment un peu... maintenant, ça a changé, ils sont vraiment très costauds. Avant, ils étaient gros, vraiment, c'était des... Maintenant, c'est plus ça, c'est des... depuis qu'ils sont professionnels, c'est des mecs vraiment qui physiquement sont prêts. Musculairement, c'est impressionnant. C'est des 120, 130 kilos. Ouais, mais de muscles alors, du coup. Ouais, voilà, c'est ça, un peu de gras, mais... Voilà, et puis derrière, t'en as deux autres qui sont vraiment grands. Eux, souvent, c'est 2 mètres, voire plus, ou au minimum 1,95. Et puis, t'as des formats hybrides derrière les troisième lignes, donc ils sont 8 pour les avant. Les 6, 7, 8, c'est vraiment entre les deux. Ils courent vite, ils ont un bon cardio, mais ils sont aussi costauds. Ouais. Puis, t'as, on va dire, le numéro 9 et le numéro 10, comme au foot, créateur de jeu. Eux, ils sont un peu plus polyvalents alors du coup. Un peu plus polyvalents. Voilà, eux c'est un peu plus petit, mais c'est beaucoup de technique, etc. Rapide. Et puis bon, sur les extrémités, t'as les très rapides qui me semblent un peu plus physiques. Ok, ouais. Mais bon, moi j'ai pas un profil de rythme. Et donc du coup, toi t'es sur le côté? Ouais, sur le côté. Ouais. Moi, c'est mon truc, c'est courir. Ok. mais après, j'ai pas le profil d'un rugbyman de base, quoi. Ok, ouais. À dire, si tu me voyais dans la rue, tu n'aurais pas pu dire que je faisais du rugby, c'est ça que je veux dire. Non, mais bon, t'as le côté. Enfin, moi, je serais un peu du genre à avoir des clichés en mode all black où il faut que ce soit quelqu'un qui. Ouais. Tu vois, mais bon, non. Je me doute bien que ça a évolué. J'ai des potes qui font du rugby. C'est pas nécessairement des bûches, quoi. Tu vois. Non, voilà, c'est ça. En fait, quand t'es amateur, t'as un physique, t'es un peu plus musclé que la moyenne, mais t'es pas énorme. Ouais. Après, mais c'est vrai que les professionnels, ils sont vraiment costauds. Ouais, mais ça, c'est dans tous les sports. Hein, Il faut combler les journées, j'imagine. J'avais été voir un match de baseball aux États-Unis. Ouais. J'avais été ultra impressionné parce que tu te doutes pas en fait que c'est aussi des gabarits de gars de 1m90 qui font. Ouais, on dirait pas. Tu vois, et c'est des bûches, les gars, quoi, tu vois. Ouais, non, ils sont. Tu penserais pas ça de joueur de baseball, tu vois. Mais ouais, c'est. Tous les sports, quand c'est à haut niveau, en fait, maintenant, c'est les sportifs. Tu développes le physique à la pointe, quoi. C'est vrai que. C'est ça. En Belgique, le physique est beaucoup moins développé. On est amateur. Ouais. Mais quand je vais jouer à l'étranger, par exemple, avec Monaco, je joue avec Monaco. En France, le niveau est très bon, hein. Ouais. Il me semble. Là, justement, j'ai l'occasion de jouer contre des vrais professionnels. Ouais. Et eux, c'est des machines de guerre, quoi. J'ai jamais vu des monstres pareils. C'est des mecs qui font 2m01, 120, 125 kilos. Ouais, pas te faire plaquer. Ouais, c'est pas le même monde, quoi. C'est pas le même monde. Est-ce que tu as déjà fait mettre genre KO quoi, par un plaquage? Parce que c'est quand même bien violent aussi quand tu réfléchis. KO quand je dis KO, je veux dire, est-ce que tu as déjà pris un choc qui t'a un peu... ça arrive. Ouais, justement, là, avec Monaco, j'ai déjà rencontré des mecs où c'est pas drôle. Ouais. Je voulais te en parler, tu vois, mais il y a la notion, quand c'est du sport à haut niveau, ou en tout cas contre des gens forts, c'est que la notion de plaisir et d'amusement, elle n'est pas nécessairement là, tu vois. On passe pas par les mêmes étapes. Ouais. Hein. Je veux dire, le plaisir, c'est compliqué. Dans mon cas, en tout cas, la boxe, quand je fais des combats, je pense que je parlerais plus de satisfaction que de plaisir. Ouais, voilà, c'est ça. En termes de performance dans un combat,
le plaisir est pas nécessairement là, tu vois. Le côté amusement, il est plus là à un certain moment. C'est ça. Des fois, c'est quand tu joues, c'est pas drôle. Ouais. Tu t'amuses pas, c'est dur. Mais c'est la finalité, là où tu gagnes. Et l'après, quoi. Ouais. Tout change, quoi. C'est comme tu as gagné, tout ce que tu as fait avant devient un souvenir positif. Dans l'autre sens, tu perds, tout peut avoir une perception totalement différente. Mais c'est vrai que plus le niveau il monte, plus le plaisir est difficile à ressentir parce qu'il y a beaucoup de pression, il y a beaucoup de résultats à avoir, beaucoup de choses qui se passent dans la tête. Oui, il y a beaucoup d'attentes, donc il y a beaucoup de stress. Et donc c'est après que le plaisir survient, quoi. Après, quand tu l'as pendant à ce niveau-là, ça veut dire que tout se passe plutôt bien. Et donc ça, c'est vraiment des moments très marquants, quoi. Ouais, il faut en profiter parce que ça va super vite. Ouais. J'y pensais, on était champion de Belgique avec mon club là, l'été passé. Et je me suis dit, ça va hyper vite, quoi. Tu sais, un mois avant, t'es là, t'as plus trop envie, t'es fatigué. Et puis d'un coup, la finale est finie, t'as gagné, quoi. Ouais, t'as gagné. Et puis après, tu te rends compte que c'est déjà il y a un mois, puis c'est 2 mois, puis 3, et puis Et tu fais la fête, tu t'amuses bien pendant un jour, puis le lendemain, t'es avec tes potes, et puis le lundi, c'est fini. Ouais. C'est fini. Ah, clairement, l'histoire est finie, quoi. Et donc, la notion de plaisir, elle est hyper importante, mais elle est pas facile à trouver toujours. J'ai déjà eu des moments où le plaisir y était pas, quoi, et quand il y est pas, finalement, même si c'est ta passion, même si j'adore ça, t'arrives pas, et en plus tu joues mal. Moi je jouais mal, quoi. Et il y a rien, quoi. Dans mon cas, moi c'est la façon dont je vois les choses quand je fais un combat, tu vois, c'est parce qu'on m'a posé la question la semaine passée, est-ce que ça t'amuse et tout ça, et c'est ce que j'ai répondu, c'est que je ne pense pas ces dernières années m'être amusé en combat, je parle, tu vois. Un souvenir sur le ring, cool, quoi, tu vois. Parce que je trouve que c'est un peu même quand tu vois les risques que tu prends avec la boxe, je trouve que c'est même un peu un manque de respect de dire que tu t'amuses. Tu vois, il y a des gens qui sont morts ces dernières années pendant les combats, tu vois. Je trouve que c'est un peu je vois ça, moi en tout cas, un peu comme un manque de respect de dire que je m'amuse, parce que c'est pas le cas. Je suis satisfait après. Pendant, ça m'arrive aussi tu vois, il y a quand même un côté un peu teigneux, tu vois, ça peut arriver que t'es un peu voilà. Mais la notion d'amusement, elle est très difficile à trouver. Comme tu dis, en fait, c'est satisfaction, quoi, quand c'est fini. Mais comment t'appréhendes un peu cette partie? Tu l'as dit, c'est pas chouette, hein, mais il y a des gens qui sont morts. Je pense que tu t'y penses pas tout le temps, c'est sûr. Non, ça peut traverser l'esprit. Mais des fois, ça te traverse l'esprit en disant, putain, je fais un sport quand même, pourquoi je fais ça? Oui, au-delà de l'aspect mort, tu vois, c'est un peu pas mal de gens. Non, mais je veux dire, au-delà de cet aspect-là, parce que voilà, ça c'est un truc, c'est concret, c'est fou, mais il y a beaucoup de gens qui ont eu des problèmes. Ça peut être des petits problèmes, comme des trucs où tu t'es presque paralysé, tu vois ce que je veux dire, mais des trucs au niveau cérébral, ça peut arriver, tu vois, donc ça reste dans la tête. Ça reste dans la tête. Point de ta tête, quoi. Parce que nous, dans le rugby, là, on a beaucoup de... il y a eu pas mal de procès envers les fédérations dans les années 90-2000, où en fait on prenait pas trop en compte les commotions quand les mecs ils étaient KO. Donc maintenant il y a des vrais protocoles qui sont mis en place qui sont assez... T'as vu le film de Will Smith? Voilà. C'est ça, c'est du football américain, mais c'est un peu... Et donc qu'est-ce que tu penses un peu de ça, de ton après-carrière, quoi? Je pense, tu vois, je sais pas si t'as déjà entendu la phrase en boxe, toucher sans se faire toucher. Non. Tu vois, c'est un peu ce qu'on dit, c'est le but du sport. C'est comme ça, tu vois, c'est une phrase un peu bateau parce que tout le monde le dit, mais c'est comme ça qu'il faut essayer de penser, quoi, tu vois. Toucher l'autre en prenant le moins de coups possible. On a quand même bien suivi, moins bien que dans certains pays, tu vois, mais on a quand même des IRM à faire, on doit vérifier. Le niveau médical, c'est quand même assez poussé. Donc, tant que tout est clair et que voilà, il n'y a pas trop de soucis à se faire parce il faut quand même faire confiance au système qui est mis en place, des fédérations, des arbitres, il y a des docteurs au bord du ring, donc ils sont attentifs. Voilà, il faut quand même. C'est un sujet qui est quand même. Voilà, il faut quand même faire confiance à ça. Et l'après-carrière, moi, je pense, je pense que j'ai pas pris beaucoup de coups dans ma carrière quand je vois certaines personnes. Il y en a qui boxent avec leur tête, quand même. Il y en a, c'est des questions de style. Il y en a qui vont vraiment fort à la guerre, quoi. Tu vois, où c'est donner, tu prends, mais le but de donner plus que l'autre, tu vois. Donc, Toi, t'es pas comme ça? Non, j'aime pas trop ça.
Je pense qu'il faut. Je vois pas trop comment on peut aimer d'ailleurs, mais. Ça fait partie du jeu, mais pas trop jouer comme. Ouais, non, mais voilà, prendre des coups, ça fait partie, ça peut même un peu. Parfois, ça te motive même, tu vois. Mais je suis pas trop fan de l'idée de faire secouer mon cerveau dans tous les sens, quoi, tu vois. T'as déjà pris un KO, un vrai? Un vrai KO. J'ai déjà perdu avant la limite, mais c'était pas un vrai KO. Mais par contre, j'ai déjà pris un vrai KO à l'entraînement, ouais. Ouais, où tu. Mais je me suis relevé. Quand j'entends un vrai KO, c'est juste vraiment la lumière qui s'éteint. Genre, j'ai plus rien entendu, je me suis retrouvé assez bizarrement un peu position indien, là, tu vois, et puis dans ma tête, ça a duré une demi-seconde, et en fait, je suis resté au sol, il paraît 3-4 secondes, quoi, tu vois. Ah ouais, ok. C'est vraiment lumière éteinte, c'est le seul vrai KO que j'ai pris. Quoi, ouais, non, ça a été, je me suis relevé, juste que je savais pas où j'étais, donc j'ai commencé, tu vois, vraiment perdu. Heureusement, c'était vraiment la toute fin du round. Donc, j'ai eu ma minute où j'ai pu me reprendre, et je suis reparti. Ah ouais. Je suis reparti, ouais. Ouais, quand même. Ouais. Enfin, bon, après, ouais, donc est-ce que c'est un vrai KO comme toi tu l'entendais, où t'es couché ou tu dors? Ouais, c'est ça que je demandais, mais après t'as quand même pris un moment où t'es pas conscient, quoi. Ouais, mais c'est un KO en soi, ouais. Vous jugez ça comme commotion, etc., ou pas du tout? Vous en parlez pas dans... Non, ça peut arriver, ça dépend. Le terme commotion, je l'entends pas beaucoup, c'est vrai. Ouais, nous, dans le rugby, c'est tout le temps, quoi. Ouais. Maintenant, ils mettent des règles de plus en plus parce que bon, les mecs, ils commencent à faire 100, 110, 120 kilos, ils courent le 100 mètres en 10 secondes. Mais c'est beaucoup mis en avant parce qu'il y a plein de mecs qui ont des dépressions d'après-carrière, qui se suicident ou qui... Il y en a, ouais, on a eu en boxe aussi. Il y en a un, il racontait, il a été champion du monde en 2003, et il dit, j'ai aucun souvenir, quoi. Il dit, je le sais que je le suis, mais je me souviens d'aucun moment. Et il dit, des fois, c'est le nom des enfants qui sont... Ouais. Il se souvient pas. Donc... Ouais, non, ça c'est hard. Et donc, on fait gaffe. Ouais. J'ai déjà pris une commotion... ça fait un peu bizarre, quoi. Enfin, en fait, tu prends un coup et t'es pas bien pendant plusieurs jours. Ouais, ça tourne. Ouais, c'est ça. Si tu fais des efforts trop intenses, t'as un peu mal à la tête. Ben voilà, ouais, c'est un sujet un peu touchy dans le rugby. Mais en parlant de sujet un peu tendu, le dopage dans la boxe, est-ce qu'il y en a? Enfin, est-ce qu'il y en a? Ouais. Difficile de dire est-ce qu'il y en a, parce que si on demandait est-ce qu'il y en a dans le foot, dans le vélo, tout le monde te dirait non. Mais non, il y en a. Il y a 2-3 semaines, là, il y a un Anglais, Conor Ben, il vient de se faire contrôler. ouais. Tu vois, mais le truc, c'est que c'est un peu... c'est toujours... les gars, ils sont contrôlés positifs. Et une substance, c'est toujours... je sais pas ce que ça fait là. Ouais, bah... Je vais voir avec ma team, c'est pas normal. Le gars, il était contrôlé à une... je sais plus le nom. Mais c'était un truc de fertilité pour les femmes. Ouais. Tu vois. Et en fait, moi, en fait, je suis un peu naïf. C'est pas des choses qui m'ont intéressé. Je me suis intéressé à ça justement avec cette histoire, tu vois. C'est pour ça que j'en parle. Il a pris cette substance et il paraît que c'est quelque chose que les gens prennent quand ils ont fini leur cure de stéroïdes. Ouais, pour rééquilibrer un peu leur... Ouais, pour relancer la production naturelle de testo, en fait. Ouais, c'est des oestrogènes, quelque chose comme ça. Ouais. Ouais, mais là, le truc, pourquoi les hommes prennent ça dans le sport? Ah ouais, c'est d'accord. pour relancer la production naturelle de testostérone. Ok. Parce qu'après une cure de stéroïdes, apparemment, ta testostérone est super bas. Bah en fait, si tu prends des stéroïdes artificiels, ton corps arrête d'en produire. Voilà, c'est ça, ouais. Donc, et vu si tu n'en produis plus et que ça se relance pas, ben... Tu te fais avoir, en fait, aussi. C'est pas très bien. Ouais, mais il y a beaucoup de gens en boxe qui se sont fait avoir avec des taux de testostérone jugés trop bas. Ouais, or qu'ils étaient effectivement pas comme un homme sans... Exactement. Quoi. Ouais. Ah ok, d'accord. Et donc, comme dans tous les sports, j'ai jamais vu un mec qui se fait prendre pour dopage et qui dit ouais, je me suis dopé. Ouais. Déjà. Non, j'ai jamais entendu non plus. Mais donc, j'imagine souvent c'est la nourriture ou... Il y a beaucoup, c'est des... Il y a eu le cas il y a quelques années, Canelo, ça te dit quelque chose? Le nom, c'est un des plus connus, tu vois. Canelo, il était suspendu que 6 mois, il a été blanchi, soi-disant, par après. Mais le mec, c'est au clenbuterol, un truc comme ça. Ouais, clenbuterol. Ouais, clenbuterol. Il fait sécher, prendre le muscle. C'était dans... lui, il est mexicain, donc c'était dans la viande, quoi. Ouais. Tu vois, mais bon, bah, dans le vélo, c'est ce qu'il y avait eu aussi il y a des années, dans la viande. Et... Franchement, le dopage, c'est hyper... C'est horrible, je trouve. Ouais. Quand t'es sportif, on va dire honnête, voilà, c'est quelqu'un qui aurait soit la même capacité que toi, devient beaucoup plus fort que toi. Ouais. Ça perd un peu de la beauté du sport que doit avoir, et ça, c'est dangereux aussi également, parce que tu te retrouves face à des personnes qui... je crois que... Enfin, imagine-toi si tu te retrouves face à un dopé. Plus dans la boxe, ouais. Le mec, il peut t'envoyer des coups de poing monstrueux, alors que normalement, il peut tuer. Ouais, tu vois, c'est ça le truc, c'est que bon... c'est pas pour... voilà, mais au cyclisme, tu te dopes, bah t'arrives premier, voilà.
tu mets pas la santé des autres en danger, tu vois, tu triches, c'est horrible. Tu fais ton bail de ton côté, t'arrives premier, voilà. En boxe, t'es face à quelqu'un que tu vas essayer d'assommer. Ouais, tu vois, c'est ça qui... La puissance qu'il pourrait développer ne serait pas logique par rapport à votre catégorie de poids. Éthiquement parlant, je trouve ça très compliqué de monter dans un ring en sachant que t'es dopé. Je trouve ça vraiment malhonnête. Ouais, mais en plus, bon, est-ce que tu penses qu'il y a plus dans le plus haut niveau ou dans le niveau amateur? Je sais que dans le rugby, par exemple, enfin, les études disent que dans le niveau amateur, il y a plus de cas. Ouais. Après, est-ce que dans le plus haut niveau, est-ce qu'on est tout à fait honnête par rapport aux cas qu'on rencontre? Je pourrais pas te dire. Je pense que forcément, il y a dans le haut niveau, il y a plus de gens qui sont chopés parce qu'il y a des tests, simplement. Ouais. J'ai pas l'impression de connaître des gens qui... Enfin, alors, en même temps, ils le diraient pas, tu vois, mais des amateurs, tout ça, j'ai pas souvent entendu des gens qui se dopaient, tu vois. Ouais. Les gens ça arrive qu'il y ait des contrôles en amateur, tu vois, et souvent, c'est des trucs où les gens se font un peu avoir, tu sais, de la codéine ou des trucs que tu sais pas que t'as pris, c'est plus... Ils ont pris des ibuprofène un peu. Ouais, c'est plus ça qu'il y a, ou des sprays pour le nez, tu vois, des trucs comme ça. Des cas concrets de dopage en amateur, enfin, à part amateur à haut niveau, ça j'ai déjà entendu, mais en Belgique, j'ai pas de souvenir de ça, non. Après, je pense que le dopage vient principalement avec l'argent, quoi. Ouais. Tu peux gagner ta vie, ouais, avec l'argent que tu peux engendrer, ouais, aussi. C'est ça, par rapport à ce que tu peux véhiculer, quoi. Si tu gagnes des combats, Enfin, je sais pas comment ça peut fonctionner, mais... Ouais, c'est un sujet qui, dans le sport, est vraiment hyper compliqué, quoi, tu vois, parce que, pour être honnête, tu vois des choses... J'ai jamais vu quelqu'un se doper, je pense que je le verrai jamais, parce que ça se voit pas, mais tu vois des choses qui sont toujours suspectes, et tu te le dis, c'est pas possible, tu vas voir des mecs qui sont faits d'une façon, or qu'ils l'étaient pas il y a un an. Moi, j'ai jamais vu quelqu'un se doper, mais j'ai déjà vu des gens dopés, que j'ai appris par après. Ouais, et tu t'es dit... Et ça a pris tout son sens, quoi, tu vois. Ouais, voilà, c'est ça. Je vais pas dire de nom et tout ça, parce que... Non, voilà, mais... Ouais, j'ai déjà... Ça, j'ai vu par contre aussi. Et c'est là que quand tu l'apprends, tu fais « Ah ouais, en fait, c'est ça, ces trucs-là, à ce moment-là, ces comportements. » Ouais, c'est fou. Ouais. Mais je pense qu'en Belgique, ça reste très limité, parce que on n'a pas grand-chose à gagner, mais je pense qu'il y a d'autres pays... comme les États-Unis par exemple, où c'est totalement différent l'utilisation déjà et culturellement. Aussi, hein, ouais. Je sais pas, sur Netflix, il y a un reportage Icar, ça te dirait? Ouais, si, ça m'a marqué. Voilà, c'est dingue ce truc-là. Moi, j'ai vu ça, j'en pouvais plus, j'étais putain. Mais... Et ça, je crois que ça dure presque 3 heures, je l'ai bouffé comme ça. Ouais, non, mais j'en parlais avec je sais plus qui, mais il y a un moment, mais j'étais choqué, quoi. Le pire, c'est que voilà, c'est un reportage américain qui est fait sur les Russes. Ouais. C'est... Et moi, je crois effectivement qu'il y a eu toute cette histoire, mais on a mis en lumière les Russes comme si c'était l'unique... Les grands méchants. Grands méchants et que les Américains n'ont rien fait, alors que c'est partout comme ça, quoi. Ouais, alors que les Américains n'ont pas à rougir de leur performance en termes de dopage, quoi. Voilà, c'est ça. J'ai été au Mexique en vacances il y a un an. Dans les pharmacies, tu peux acheter des stéroïdes. Ouais. Je veux dire, si c'est possible là-bas, je vois pas ce qui empêcherait des sportifs... de la région, de se faire des camps d'entraînement là-bas. Clairement, ouais. Et qu'en Chine aussi, pourquoi ils ne seraient pas dopés en Chine? Partout. Partout, quoi. Après, j'ai beau espérer que dans notre pays, on l'est pas autant. Mais ouais, ce reportage-là, moi, ça m'a... Mais ça m'étonne pas aussi. Tu vois, il y a tellement d'argent en jeu. Ouais, il y a trop d'argent en jeu parfois dans certains... Je veux dire, pour... à qui un joueur de foot, par exemple... Comment il ne pourrait pas dire, ouais, voilà, soit tu gagnes 10 millions par an, si tu prends ces produits-là pour mieux... C'est pas forcément des stéroïdes en plus, pour mieux récupérer. C'est un truc, c'est pour augmenter la performance, donc c'est pas spécialement pour être plus fort. Souvent, ça tombe, c'est pour enchaîner les matchs. Tu vois. C'est ça, il faut en NBA pour faire des matchs tous les 3 jours, ils en font 120. Je dis pas que ça ne paye. Non, mais je vois ce que tu veux dire, je comprends très bien ce que tu veux dire. Après, en boxe, moi, en fait, ce que je te parlais tout à l'heure, c'est la naïveté que j'ai un peu parfois. C'est que pour moi, le dopage, c'est un truc que je m'imagine, tu prends ça et t'as des veines partout et tout. Mais en fait, ce qu'il y a, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui se dopent simplement juste pour augmenter leur système cardiovasculaire et pour avoir simplement plus de souffle, en fait. Tu vois, il y a beaucoup de choses. Oui, tu vois, comme les cyclistes, où il y a eu la période avec de l'EPO, puis il y a eu pas mal. Il y a les Russes qui se sont fait prendre avec ce produit-là, justement, à ce moment-là. Je sais plus c'est quoi, mais ça a augmenté les capacités cardiaques. C'était pour les gens qui avaient des problèmes cardiaques. T'as eu les stéroïdes de base, mais maintenant. J'ai vu un reportage sur le baseball, tu sais, on en parlait du baseball tantôt, aux États-Unis, où les gars, c'est un médecin qui s'est rendu compte
qu'avec des petites doses, en fait, ton taux de testostérone montait juste assez pour rester dans les bases, mais tu avais une meilleure, enfin pas une meilleure hygiène de vie, mais tu te sentais plus en forme, ta peau était plus propre, tes cheveux, etc. Ouais. Et donc, il a commencé en fait à ouvrir un centre de chirurgie esthétique, et toutes les stars américaines venaient pour, enfin, tu vois, être mieux physiquement, quoi. Et un jour, un riche est venu pour son enfant en disant, ça marche bien ce que tu fais sur moi, donc le père, est-ce que tu pourrais pas le faire pour mon fils qui avait 16 ans pour être meilleur, quoi, tu vois. Et comme ça a enchaîné, et il disait, j'ai dopé 800 personnes au total, des jeunes, et puis il s'est tombé dans le baseball à haut niveau, et il y a une année, c'est l'année où il y a eu le plus de records de home run. Et t'avais des mecs énormes, ils avaient des avant-bras gigantesques, et en fait la saison s'est passée à juste, ils tapaient les balles en dehors du stade constamment. Et après, ils ont chopé ils étaient 2 à faire ça, tu vois, à se concurrencer. Ils en ont chopé un des 2. Et l'année d'après, les records n'ont plus jamais été battus. Ça fait 6 ans qu'ils ne sont pas battus, quoi. Et en gros, pour dire que si même les stars, enfin, tu sais, les stars de films américains, tu vois bien qu'ils prennent des produits pour s'entraîner en 3 mois, devenir professionnels. C'est clair. J'imagine que culturellement, c'est pas possible que les mecs de la NFL qu'il n'y en ait pas. Non, on s'en doute, mais en même temps, tu peux pas avoir la confirmation. C'est ça qui est dur. C'est comme dans le foot, il y en a 0. Dans le sport le plus médiatisé avec le plus d'argent. Ouais, mais t'as des sports comme ça, tu vois, tu parles de baseball, tu te dis, ouais, mais pourquoi il le ferait ? Ouais, c'est ça. Et après, en fait, non, c'est logique, tu vois, c'est que c'est des niveaux tellement hauts que, Et en plus, c'est 1% de différence qui fait que t'es dans le top ou niveau bas, quoi. C'est clair. Ou même, tu pourrais te doper pour te dire, bon, je vais gagner 3 000 € au black dans mon petit village. C'est bête, hein. Mais... Ouais. Enfin, je sais pas. C'est très, très tabou et très compliqué comme sujet, je trouve, tu vois, parce que ça t'évite dans l'accusation aussi, tu vois. Ouais, parce que finalement, c'est sûrement l'accusation la plus grave que tu puisses avoir envers quelqu'un, quoi. Ah ouais, clairement. Pour un sportif, c'est dire que t'as pas les capacités pour faire ce que tu fais et tu triches. Donc, tu mérites pas ce que tu fais. Donc, c'est dur d'accuser des gens de dopage, et il y a toujours tout le monde est innocent avant d'être prouvé coupable. Ouais, et même coupable, ils sont innocents. Et même coupable, tu dois être innocent, quoi. Donc, parce que, on n'est jamais sûr de rien. Mais, c'est un sujet qui est assez rare. Quand t'as le premier échantillon qui est positif, le deuxième qui confirme, tu continues à dire que t'es innocent. Moyen, quand même. Moyen. Mais je me souviens, en cours, on avait vu avec un de nos profs qui travaillait au COIB, raconter que certains sportifs avaient été pris pour dopage. Et ils avaient réussi à prouver que c'était dans un lubrifiant pour avoir ses rapports avec sa femme, quoi. Et donc, t'imagines à quel point... soit c'est vrai... En plus, c'est vrai que... C'est ça. Ou à quel point ils peuvent aller chercher loin et prouver que c'est vrai, quoi. C'était la viande aussi qu'il y avait eu dans le vélo. Il y a la viande. J'ai entendu aussi le thé. Il y a beaucoup des gens qui parlaient de thé. J'ai jamais entendu. L'année passée, en boxe, on avait un gars qui s'appelle Oscar Valdez, champion du monde en super plume ou en plume, enfin un des deux, contrôlé positif la semaine du combat. Ouais. Et lui a dit que c'était dans les thés qu'il buvait, genre du maté ou un truc comme ça. Ouais. Et il a pu faire son combat alors que. Il a pu combattre. Il a pu combattre. Il a pu combattre le gars. Parce que la fédération l'a innocenté, quoi, tu vois. Mais derrière ça, déjà l'image foutue. Non, mais une fois tu vois, l'image foutue. Et en plus de ça, le mec il gagne dans un combat un peu serré. Derrière. Chaud, quoi. Chaud. Pour son image, c'était vraiment dur. Ouais. Je pense qu'il y a pas longtemps, il y a à cause des Russes qui ont été repris, c'est pour les années d'avant, etc. Je pense qu'il y a même le relais belge féminin ou masculin qui a gagné une médaille d'or. Qui ont chopé une médaille. C'est Hakim Gewart, c'est tout ça. Je crois, mais c'est la médaille au Stade Roi-Baudouin 10 ans après, un truc du style. Tu vois, finalement, t'as ta médaille. Ouais, mais personne ne sait que t'es champion olympique, quoi. Personne sait que t'es champion, que t'as gagné quelque chose, ça n'a pas la même valeur, on t'a volé quelque chose. Parce que, imagine par exemple, c'était l'autre qui gagnait, on va dire. Hein. Ouais, il se fait choper pour dopage. Ouais. Et on te donne la ceinture. Mais on te la donne après, donc tu profites pas de la visibilité que t'aurais dû avoir, de la vente des places, etc. Quoi. Ouais. Donc après, en boxe, ça fonctionnerait pas comme ça. C'est juste que lui se fait retirer son titre et que le combat serait jugé comme sans décision. Donc ça annule la défaite, gagnant, quoi. mais tu ne récupères pas le titre. Ouais. C'est encore pire alors.
Ouais, c'est salissant au possible, je trouve. Ouais, c'est ça. Parce que bon, il a triché, mais toi, Ouais, t'es juste. C'est encore pire pour des gars qui se sont pris des KO, quoi. Tu vois, tu te prends un KO, ça t'annule ton KO, mais les images, elles sont là. Ça a été filmé, il y a quand même. Les gens, ils me souviennent juste à ça, quoi. Ouais. Ouais, c'est un sujet vraiment très, très complexe. Et qui peut aller très loin aussi, hein, parce que on peut en discuter pendant longtemps, quoi. Ouais, c'est ça. Tu peux parler de ça, et puis, dans tous les sports, il y a des exemples, tu vois, de gens qui sont dopés. Il y a des exemples de gens dont on suppose, tu vois, qui sont dopés. Ouais. Donc, ouais. Ça m'avait marqué aussi, c'est Justin Gatlin ou Tyson Gay, un des sprinters, Ouais, qui, 42 ans, faisait... Des meilleurs temps que ce qu'il avait fait, c'est... Ouais. Mais après, et Michael Phelps aussi, hein, il y a quand même eu beaucoup de... C'est vrai ? Ouais. Ça, j'avais jamais entendu parler. Beaucoup. Beaucoup d'accusations, tu vois. Bah ouais. C'est aussi notamment au niveau de ses temps, qu'il a fait des meilleurs temps en étant plus vieux, alors qu'il a vu un creux de forme. Ouais, je sais récemment, bon, on en parle beaucoup, mais Nadal. J'allais te sortir. Ouais, ça aussi, tu vois. Et lui, c'est presque un dopage autorisé, tu vois. Et c'est... Au niveau de l'éthique sportive, c'est aussi compliqué, tu vois. Moi, je suis un grand fan en plus, donc... J'avais carrément dit, presque, j'ai l'impression, on prend 6 mois de vacances. Ouais. Et revient après 6 mois. Et... Ouais, mais là, son dernier Roland, c'est Roland ou je sais plus quel tournoi, mais il y a carrément des injections dans le pied. T'as pas entendu, il y a carrément des injections qui ne sont pas autorisées en fonction des doses, un truc du style, mais qui étaient autorisées dans son cas. Et il a joué médical. Ouais, il a vraiment joué avec la limite du dopage, en fait, tu vois. Parce que il a un truc assez rare, je crois que c'est Alastragal. Il a un truc assez rare et assez grave qui fait que s'il n'avait pas ces injections spécifiques, ce serait déjà fini, quoi, pour lui. Tu vois. Et donc c'est là que quelque part, si tu réfléchis bien, la notion de dopage, c'est clairement du dopage, en fait. Tu vois. Ouais, parce que... De réussir à faire une performance avec un produit sans lequel tu ne saurais pas le faire, c'est un peu compliqué, tu vois. Ça sort du contexte primaire, on va dire, de la performance. Tu vois, comme les protéines, les compléments alimentaires, ça reste finalement les bases d'une alimentation, quoi, tu vois. Ouais. Les stéroïdes, c'est sous forme de... Enfin, ou tous les autres produits, ça reste sous forme de piqûres, ou c'est des produits... Ouais, c'est quelque chose de très artificiel. Voilà, c'est ça. Ah, c'est bizarre, je savais pas cette histoire-là avec... Ouais, si, mais ça a fait scandale, hein, tu vois. Et puis t'as comme dans tous les sports, t'as les pro-Nadal et les... ceux qui sont aveuglés par l'image, tu vois, dosante. Donc ouais, c'est un peu compliqué. Je te dis, moi, je suis assez fan de Nadal, par exemple, tu vois. Donc toute cette histoire-là, j'étais un peu entre les deux, tu vois, parce que t'as quand même le côté où je suis sportif et où je me rends bien compte que quelqu'un qui se fait injecter un truc qui anesthésie complètement son pied, pour pouvoir... c'est spécial, quoi, tu vois. Ouais, parce qu'en dehors du fait qu'ils prennent des produits, qu'est-ce qu'il fait à son corps, quoi. Ouais, en plus, à quel point... Ouais, c'est un peu inconscient, quoi. Ouais, je pense que si tu prends la définition pure de ce qu'est le dopage, ce qu'il a fait, c'est assez clair, quoi. C'est assez clair. J'étais pas au courant, mais... Ouais. Surtout, si t'as le temps de te renseigner un peu sur ça, tu verras, c'est... Et est-ce qu'il surtout, il y a que lui qui a droit à ça, j'imagine. Ça, je suis pas sûr, tu vois. Je suis pas sûr. J'imagine que si lui a droit, tu peux pas refuser à quelqu'un d'autre. Ouais. Du coup. Je sais que... à ce niveau-là, tu as numéro 1 mondial qui fait ça, c'est clair que... C'est clair que derrière, t'as tout le tennis qui subit un peu... Je sais que dans le foot, il y avait eu ça à une époque. En gros, les injections de PRP, donc c'est les plaquettes de sang, quoi. Ils prenaient ton sang, ils centrifugent et ils prennent juste la partie où il y a vraiment des éléments intéressants, entre guillemets, pour faire très simple. Et pour revenir plus vite des blessures, ils injectaient ça aux ceux qui se faisaient les ligaments croisés, de choses. C'était il y a plusieurs années quand même, hein, sans être certain de ce que je dis, mais pour l'avoir lu. Et donc, ils faisaient tous tellement ça, qu'ils ont autorisé, tu vois. C'est devenu légal, parce que ça faisait partie totalement des rééducations pour revenir plus vite, parce que ils disaient, écoutez, le jour-là, il vaut 6 millions. S'il peut revenir en 3 mois au lieu de 6, on le fait. Et donc maintenant, c'est là que le foot, c'est encore un niveau au-dessus, tu vois, niveau et compagnie, ils peuvent pas négliger les trucs. Mais maintenant, pour les autres sports, c'est devenu légal. Quoi. Légal, ok. Ça, je savais pas. Finalement, en fait, c'est ton propre sang, juste centrifugé, réinjecté dans la zone lésée pour activer un peu plus vite les reconstructions, quoi. Sans savoir... Mais bon, c'est une fois que tu commences à faire ça, je sais
en NFL. Ouais. J'avais vu une vidéo sur YouTube. La semaine, ou enfin les jours avant, ils faisaient une prise de sang. Ouais. Et ils regardaient en fait ce qui leur manquait comme vitamines, comme tu vois, magnésium, etc. Et donc ils avaient le droit de s'injecter ces vitamines, les choses qu'ils avaient en carence quoi, la veille des matchs. Pour être. C'est là que c'est compliqué de savoir si ça booste vraiment la performance ou si c'est juste pour des carences et des trucs naturels. Mais c'est compliqué. Tu vois, la limite est tellement proche de. Le dopage, c'est le produit. En fait, c'est ça le truc, c'est que tu joues avec la limite, quoi, tu vois. C'est ça. Et je veux dire, le dopage, ok, donc c'est des produits artificiels qui vont sûrement principalement travailler sur les hormones. Ouais. C'est comme ça que je le vois. Après, il y a sûrement d'autres choses. Enfin, c'est surtout tous les produits interdits. Mais quand tu commences à devoir te faire des perfusions la veille de ton match de certains produits... Je pense que de toute façon, tout ce qui est l'aspect d'une perfusion avant une compétition, je pense que c'est interdit dans pas mal de pays, de toute façon. Ah oui. L'intraveineux, tu vois, donc... c'est complètement fou, quoi. Je pense qu'on a fait le tour. Mais c'est un sujet on n'a pas fait le tour, on n'a pas fait le tour. On n'a pas fait le tour, mais voilà. Je pense que par contre on a fait le tour de la discussion. Sauf si tu as encore un petit truc à dire. Non, je pense pas. C'est quand ton prochain combat? Logiquement, ce sera entre février et avril, ça reste à voir. Ok. Plutôt avril, mais je suis pas encore sûr. Pas encore sûr. En fait, je t'ai dit, je me suis blessé l'année passée. Je me suis blessé en octobre, ça fait 1 an. Ouais. Je me suis fait opérer en décembre. Ouais. J'ai commencé ma réduc, j'ai pas eu de vacances. Je suis parti une semaine en juin, tu vois, en Espagne. Mais j'ai pas eu de vacances depuis, ça fait 1 an. Donc là, je pars la semaine prochaine avec ma copine, on va à New York. Ok. J'ai envie de... Là, j'ai besoin de me déconnecter un petit peu. Tu vois. Ça m'arrive pas souvent, je suis fort à m'entraîner. C'est une routine et tout ça. Je dis pas que je vais arrêter de m'entraîner maintenant. Mais j'ai vraiment besoin d'un tout petit peu me déconnecter, plus que d'habitude. Ouais, là, tu le sens fort. Ouais, ça a été genre, mentalement, physiquement. J'ai eu une période après mon opération. Je vais pas dire que j'étais déprimé, tu vois, mais j'ai eu vraiment une passe très dure, très sombre, entre guillemets. J'ai dû surmonter ça. J'ai reboxé avec tout le stress et la pression que ça engendrait parce que je voulais revenir bien, tu vois. Ouais. Et après le combat en mai, il a été question de directement redéfendre ce titre-là, tu vois, pour être dans les temps impartis dont je t'ai parlé tout à l'heure. Donc ça fait beaucoup de pression, un peu trop de pression, un peu trop d'envie de bien faire en plus, tu vois. Là, je suis content de pouvoir faire un peu des vacances. Ouais, mais franchement, je comprends. Je suis passé un peu par la même période avec juste avant, il y a 1 mois, dans le sens où il y avait eu le Covid. Donc, on avait passé notre temps à s'entraîner. On a le Doriem là, à la salle de muscu au Doriem. Je vois. Dans la cave là. Je vois très bien la salle. Avec les mecs de rugby, on s'entraînait. Puis il y avait eu les championnats d'Europe. Mais pas de saison en Belgique, quoi. Championnat d'Europe. Puis j'ai joué la première fois avec Monaco, donc en professionnel en France. 7. Puis championnat en Belgique toute la saison, mais avec Covid, donc match reporté. Le Covid, c'était dur. Hein. Puis repartir championnat d'Europe donc cette année. Puis qualification à la Coupe du Monde, puis je suis reparti avec Monaco. Et en fait, je suis rentré, ça faisait 16 mois où j'avais constamment joué, quoi. Et en fait, c'est mentalement, c'est la première fois de ma vie que j'ai eu ça. Où je faisais un peu de burn-out, au final, j'imagine. Franchement, je voulais plus en entendre parler. C'est rare, parce que moi, depuis que j'ai commencé vraiment à être un peu plus professionnel, j'ai jamais eu ça, tu vois. Toujours plus m'entraîner, toujours adorer aller à la salle, aller faire mes séances et tout. Mais il fallait plus me parler, quoi. Mais c'est là qu'on en parlait tout à l'heure, la notion de plaisir et d'amusement, il y a un stade où c'est plus t'amuser. Ouais, et même, tu vois, physiquement, je sentais que mes performances diminuaient, quoi. Je n'arrivais plus à faire ce que j'étais censé faire. Et par contre, le retour à l'entraînement il y a 1 mois, putain, ça, c'était horrible. Ah ouais? Ah ouais, c'était horrible. Non, c'était chouette. Ouais, mais t'étais plus dans le coup. Ouais, physiquement. J'ai pris... mais c'est normal aussi. Ouais, mais ça, j'avais jamais eu, quoi. À la muscu, déjà, je suis pas très fort, hein, mais je me faisais écraser par des barres très légères, ce genre de choses. Mais même c'est beaucoup psychologique quand même. Ouais. Franchement, c'est beaucoup psychologique. Des séances qui devaient durer, 1h15 d'habitude, je mettais 2 heures, quoi, parce qu'il me fallait du temps. Ouais, je vois bien le genre. Je vois très bien. Je pense que, mentalement, il faut savoir couper. Et comme tu dis, tu l'as senti à un moment que c'était le truc de trop. Ouais. Mais il y a eu cette histoire, il y a eu le Covid. Ouais. En boxe, en Belgique, on a fait des galas à huis clos.
On a fait des combats à huis clos, tu vois. Donc, on a réussi à rester actif, mais toute cette période de doute. Premier gala, donc, où je gagne la ceinture, c'était le premier gala avec public. Le premier truc où le public était de retour et tout, tu vois. Et derrière ça, je me blesse, donc ça a fait vraiment, tu vois, ça a enchaîné deux trucs, quoi. Donc là, ça fait du bien un peu ce titre. Ouais. Ça termine un peu. Que ça fait du bien de. Ouais, ça termine le chapitre blessure, ça termine un peu tout ça, c'est vrai. Et puis t'enchaînes sur la suite. Ouais. Ben, merci Antoine. Merci à toi. Merci pour cette discussion plus qu'enrichissante. Et, ouais, clairement. Franchement, c'est génial. Je l'avais déjà dit, hein, mais les podcasts quand on est ensemble, à deux, c'est vraiment beaucoup plus. C'est plus proche d'une discussion. Ouais. Ben là, on est parti vraiment dans tous les sens. Ouais, c'est ça. Trop chouette. Ouais. J'espère que nos auditeurs seront satisfaits et contents de t'avoir rencontré aussi. Ouais, j'espère aussi. De découvrir un peu. Je vous invite, en tout cas les auditeurs, à aller suivre Antoine sur les réseaux sociaux. Ben, une dernière question, mais pourquoi la flingue ? La flingue ? Ouais. C'est parti à la base une blague avec des amis, tu vois, parce que bon, j'ai pas toujours été aussi sérieux en boxe que maintenant. Ouais. Je dis pas que j'étais pas sérieux, mais tu vois, avec le concept d'évolution, la flingue, c'était un peu le boxeur du groupe, là, tu vois. Donc voilà, c'est parti un peu de ça. Et puis j'ai trouvé ça super drôle, genre Vanak la flingue, le gars qui parle un peu de lui à la troisième personne, là, tu vois, c'était un peu de l'ego trip comique, hein. Je vais vraiment pas faire le malin, mais voilà, c'est parti de là. Et puis ça sonne pas mal en fait. Bah ouais, mais non. Voilà. Je trouvais ça marrant quand j'ai vu sur ton profil Vanak la flingue. Ouais. Non, c'est parti. Après, c'est parti. Donc c'est un petit surnom qui passe bien. Ouais. C'est pas mal. Ouais, non, c'est ça, c'est cool, ça collait bien. Toi, ça partait d'une blague et après, avec le temps, ça a pris des proportions plus importantes, quoi. Ouais. Merci à toi. Merci à toi. Et donc à nos auditeurs, n'hésitez pas à le suivre sur les réseaux sociaux, à partager évidemment ce podcast. Pas trop que j'avais pas trop sur mon téléphone non plus. Ouais. Surtout pour être en vacances. Et donc le suivre, partager le podcast quand il sortira sur YouTube, Spotify et toutes les autres plateformes. Merci de m'avoir reçu en tout cas. C'était avec un grand plaisir. Merci à toi. Merci à tous de nous avoir écoutés, j'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à nous soutenir de la meilleure des manières en partageant, en likant, en commentant également vos questions sous les posts Instagram ou sur Facebook. Merci à tous de votre écoute et de votre temps, à bientôt.